à tous, ravie d'accueillir pour cette séance de l'orientation en ce 14 février. Joyeux Saint-Valentin à tous d'ailleurs, vous profiterez bien après, certainement. Quelques mots pour commencer sur cette licence droit sciences politiques avant de laisser la parole aux étudiants qui sont ceux qui en parlent le mieux en fait, hein. C'est vraiment ça qui est important, que vous puissiez échanger avec eux. C'est une licence en droit avant tout. Donc, une licence en droit avec un diplôme en droit à la fin. La dimension sciences politiques, c'est un plus. C'est vraiment l'ouverture complémentaire de cette licence. Alors, je le dis comme ça parce que souvent, j'entends dire bi-licence, double licence, etc. Non, c'est vraiment une licence en droit avec un diplôme de droit à la clé. Cependant, un énorme atout, c'est cette double compétence qui va être acquise tout au long du parcours et dès la première année jusqu'à la troisième, avec tous les fondamentaux du droit, mais aussi tous les fondamentaux de la science politique. Ce qui fait qu'en sortant de cette licence, mais on peut accéder à une grande diversité de masters. On peut accéder au master en droit, mais également au master en sciences politiques, ce qui n'est pas le cas des autres licences de droit, puisqu'il va manquer un certain nombre de prérequis. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage. Alors, au-delà du droit et de la science politique, on peut aussi accéder à d'autres formations de master, le journalisme en particulier, c'est-à-dire donc en faculté d'histoire, encore les écoles de commerce et un certain nombre de concours, sans oublier évidemment Sciences Po Paris et les IEP. Alors pour ce qui est des IEP, ça c'est une autre spécificité de la licence, hein. Dès la première année, vous avez la possibilité, en plus du cursus, de vous préparer au concours commun des IEP. Alors je précise tout de suite que l'entièreté de la première année permet de préparer le concours. Ce qui fera défaut, c'est un travail spécifique sur les thématiques du concours commun, puisque, je le rappelle aussi, hein, on peut, avec un bac plus 1, c'est-à-dire après une première année dans le supérieur, représenter le concours commun des IEP, mais on ne peut pas représenter Sciences Po Paris. Le fonctionnement est différent. Sciences Po Paris, pour y rentrer, c'est soit en terminale, soit après, en master. Entre les deux, pas de possibilité. Donc cette licence droit sciences politiques vous permet donc de préparer, en plus de votre cursus en droit et en sciences politiques, le concours commun des IEP. Je sais que c'est une ambition, hein, pour beaucoup de candidats, donc c'est vraiment important que je le redise ce soir pour que vous sachiez que c'est possible. C'est possible en première année et ce sera possible à nouveau à la fin de la troisième année de rentrer dans les IEP et à Sciences Po Paris, donc pour le master. Alors, je précise tout de suite que cette préparation au concours commun, elle est complémentaire. C'est-à-dire que ceux qui décident de s'y inscrire, bah, ils travaillent un peu plus ou en plus. Cette préparation au concours ne permet pas d'obtenir des crédits supplémentaires pour la licence, euh, laquelle est déjà bien chargée, hein, mais ça donne une ouverture supplémentaire. Ce n'est pas la seule ouverture qui est possible dans cette première année de licence. Il existe également un module média qui se déroule celui-ci sur les 3 années de licence, qui est donc là aussi sans note, hein, particulière, puisque c'est souvent ça ce qui inquiète, des heures complémentaires au cours desquelles bah, vous allez pouvoir vous initier au métier du journalisme avec des experts, hein, des journalistes qui se déplacent pour vous. En première année en particulier, un grand reporter qui vient parler de la théorie du complot, ça en général vous aimez bien. Le module média, c'est aussi, et je pense que Lucie et les autres étudiants en parleront mieux que moi tout à l'heure, mais c'est aussi le groupe d'étudiants qui a pris en charge le journal de la fac. Et franchement, il est très chouette ce petit journal. Il est dans les mains des étudiants qui sont accompagnés là aussi par un journaliste pour qu'ils puissent apprendre à faire les choses dans les règles. Cette licence en droit sciences politiques a encore en plus des modules spécifiques. Alors des modules spécifiques qu'on peut retrouver dans d'autres parcours, là je parle des humanités en sciences économiques ou en histoire, mais des modules qu'on ne retrouve pas ailleurs, à savoir la méthodologie de l'expression écrite et la méthodologie de l'expression orale. Méthodologie de l'expression écrite, pourquoi? Eh bien parce que puisque la première année permet de préparer le concours commun des IEP, il faut maîtriser
un certain nombre de règles du français écrit pour réussir les concours. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Quand les correcteurs sont appelés à corriger les épreuves des concours communs, ils ont un certain nombre de consignes, parmi lesquelles la correction de la langue. Alors la correction de la langue, ça passe aussi par la maîtrise de la syntaxe, pas simplement de l'orthographe et de la conjugaison. C'est la raison pour laquelle on a intégré depuis un certain nombre d'années maintenant ce module de méthodologie de l'expression écrite pour permettre de mettre tous les étudiants au niveau du concours. Alors, ça paraît un peu péjoratif quand je le dis comme ça, c'est pas du tout comme ça que je veux le transmettre. C'est au contraire pour leur permettre de réactiver tout ce qu'ils connaissent déjà. Parce que le français, ils le maîtrisent. C'est pas la question. Mais ils sont en droit et ils se disent, allez, le français, c'est accessoire, je mets ça de côté, je vais travailler à fond, à fond, à fond les autres matières. Non, en fait, ils en ont besoin pour réussir aussi ce concours commun. Euh, le module d'expression, de méthodologie de l'expression orale, lui, c'est un module qui va se dérouler sur les 3 années et qui a vocation, parce que cette licence s'ouvre aussi à un certain nombre de professions de l'oralité, hein, que ce soit en droit ou en politique, ou en conseil politique, voire en sciences politiques, il est important de maîtriser aussi l'oral. Et pour ce faire, on a décliné sur les 3 ans cette méthodologie de l'expression orale, avec en première année plutôt, disons, une appréhension du discours, être capable de rédiger un discours en fonction d'un contexte spécifique, et puis d'apprendre à le dire progressivement. Et parce que dire un discours, c'est quelque chose de difficile, en deuxième année, les étudiants apprennent à le faire à la radio de la Cato, ce qui est plutôt sympa, tout petit groupe. Hein, ils peuvent non seulement s'entendre, mais aussi s'enregistrer et faire des petits podcasts. Et puis enfin, en troisième année, ils apprennent à dire en studio un discours, un texte qui a été préparé en amont sur un sujet en général d'actualité, qu'ils vont prononcer en 8 minutes sans notes. Ils vont être filmés pendant ce temps-là, accompagnés par un ancien sénateur du Nord, Monsieur Turc, qui les débriefera ensuite sur ce qui convient de faire et ce qu'il ne convient pas de faire, à la fois sur le fond et sur la forme. Ce qui fait qu'en fait, au bout des 3 ans, ils ont acquis une vraie aisance orale. Et je peux vous dire qu'on le voit quand ils passent des oraux, hein, puisqu'un certain nombre d'examens se font à l'oral, ils sont très à l'aise. Même quand ils ne maîtrisent pas très bien le fond, ils sont très à l'aise sur la forme, alors ça leur permet d'asseoir comme ça une autorité, une assurance qui leur permet de gagner des points. Alors voilà, dans les grandes lignes, il y a plein d'autres choses à en dire. Je vais rajouter une chose sur l'ambition que certains parmi vous pourraient avoir de préparer le concours commun des IEP. Un énorme atout, vous l'aurez compris, hein, c'est que vous le préparez, ce concours commun, parallèlement à la licence. Vous ne le réussissez pas, vous n'avez pas perdu votre temps parce que vous aurez votre première année de droit Sciences Po et vous pourrez continuer en deuxième année. Pas de temps perdu. Les arrières sont assurées tout autant que la réussite du concours. Alors, comme je me doute que vous me poserez la question dans un instant, quel est le pourcentage de réussite? Vous allez voir au cours de nos échanges que je suis plutôt quelqu'un de transparent. Et si je vous réponds comme ça du tac au tac, je vais vous dire, bon, fantastique, j'ai 50% de réussite. Ce qui est une réalité, 50% de réussite. Il faut voir à quoi s'appliquent ces 50%. Parce qu'en réalité, l'enthousiasme est complètement délirant en début de première année pour le concours commun. Et puis, en fait, il s'amenuise au fur et à mesure de l'année. Pourquoi? Eh bien, parce que souvent, on trouve tout autant son compte dans cette licence en droit Sciences Po qu'on le trouverait dans un IEP de province. C'est-à-dire qu'on trouve à la fois le droit, la science politique, une vie de campus, une vie de promotion, et ça, je vais vous laisser la parole à toutes, mesdames, pour en parler, cet esprit de promotion qui vous caractérise quand même particulièrement, qui fait que bon, on n'a pas tellement envie de partir. Alors que j'ai une soixantaine d'étudiants très volontaires sur les 170 au mois de septembre, au mois de décembre, je n'ai plus que 25 étudiants qui ont très envie de présenter le concours commun. Quand on arrive en février, j'ai une petite quinzaine. Au moment de l'inscription, ils sont 8-10. À se présenter aux épreuves, ils sont 4 et à réussir, ils sont 2. Donc j'ai 50% de réussite sur les inscrits. Voilà, donc je vous avais dit que je serais transparente, c'est chose faite. Donc ça marche pour ceux qui vont jusqu'au bout, mais nombreux sont ceux qui finalement préfèrent rester dans cette licence parce que ils y trouvent tout ce qu'ils espéraient y trouver. Alors, puisque les étudiantes, puis ce soir c'est particulièrement féminin, sont avec nous, mesdames, peut-être une première question. Alors pour qui voudra répondre, vous pourrez chacune à tour de rôle prendre la parole. Qu'est-ce que vous en diriez spontanément de cette licence en droit Sciences Po?
Qu'est-ce qui, pour vous, est le trait caractéristique? Je dirais que c'est une licence qui est assez riche, dans le sens où on a vraiment le côté très théorique du droit et en même temps le côté vraiment très pratique avec tout l'aspect Sciences Po, où on va venir étudier tout ce qui va toucher au régime politique contemporain, ce genre de choses. C'est des choses qu'on connaît déjà bah, par les cours d'histoire, mais en même temps aussi par notre quotidien, notre vie quotidienne. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment cet aspect très pratique qui est assez sympa. Emma, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour moi, c'est plutôt le fait que la formation elle est vraiment très large. Déjà, on se rend compte, après qu'on évolue un peu dans les années de droit, que le droit, c'est déjà très très large et ça mène déjà à énormément de possibilités. Mais alors, quand on fait la licence droit sciences politiques, ça l'est encore plus, tout en ne fermant aucune porte. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment ça l'avantage de cette licence. Oui, c'est intéressant ce que vous dites toutes les deux parce que rappelez-nous, vous êtes en master, hein, vous aujourd'hui, donc la licence, elle est derrière vous. Et vous êtes dans quel master? Toutes les deux, on est en master droit de l'homme, sécurité, développement. Du coup, c'est un master de droit international, voilà, qui est proposé à la Cato. Donc, a priori, c'était pas a priori ce vers quoi vous étiez peut-être tourné, mais c'est vrai que là, du coup, vous confirmez ce que vous disiez hein, sur l'ouverture et les possibilités derrière. Alors, les autres Amandine, par exemple, qu'est-ce que vous diriez, vous? Moi, je trouve que c'est un gros plus, comme vous le disiez tout à l'heure, au niveau de l'oral, puisque dès la première année, avec le cours de clinique de la rhétorique, on va travailler cela. Et c'est vrai que c'est un gros plus, puisqu'il n'y a plus un seul concours, que ce soit au niveau de la fonction publique, de l'avocature, de la magistrature, où il n'y a pas le grand oral, ou bien même la question contemporaine, ou la question de culture générale. Donc, ça nous amène vraiment un gros bonus sur l'oral et sur la culture générale. Moi, j'ai choisi cette licence puisque j'avais besoin du droit pour mes concours. Mais avant d'en faire en première année, on n'a jamais réellement touché le droit. Donc, j'avais pris cette mention en sciences politiques et du fait de mes spécialités en terminale, je savais que ça allait être quelque chose qui allait me plaire. Donc, j'étais sûre d'avoir déjà ce côté sciences politiques qui allait me plaire. Et heureusement, le droit me plaît tout autant. Donc, comme le disait Lucie, ça permet vraiment d'avoir euh, la partie droit qui peut au début être assez ancienne puisqu'on va travailler forcément une base juridique qui vient d'un temps antérieur. Mais il y a le côté sciences politiques, géopolitique, où on arrive en cours et la première chose qu'on fait, c'est qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 24 heures dans le monde. Donc ça raccroche vraiment le passé et l'actualité. Oui, c'est ça. Merci Amandine de le dire. Hein. C'est pas une licence hors sol. C'est une licence qui vous permet de traiter des sujets qui vous entourent. Et alors avec les deux visions, à la fois la vision du droit, et parce que le droit est partout et dans tout, comme dirait notre doyen, mais aussi avec ce regard très critique apporté par la science politique. Elsa, peut-être que vous voudriez ajouter quelque chose? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et finalement, ouais, c'est vraiment un bagage vraiment assez conséquent parce qu'en fait, toutes les matières qu'on va avoir au fur et à mesure des années de la première à la L3, là, comme je suis actuellement, ça me sert tous les jours au-delà du droit, que ça soit par l'introduction à la science politique, à l'humanité en économie ou encore là actuellement les relations internationales. Ça me sert tous les jours de mon point de vue d'actualité. Ça renforce ma critique, ça me construit un avis politique sincère et ça va vers toujours plus de curiosité. Et donc, ça, c'est le plus de la licence où j'en suis vraiment contente parce que ça se fait naturellement et j'ai cette curiosité qui a été vraiment renforcée par la licence. Donc, ouais, vision globale. Et puis, j'adore le droit, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est cet aspect d'actualité et de vision globale à 360 en fait, avec ces licences, je trouve. Vous diriez que vous arrivez à comprendre ce qui se passe aujourd'hui un peu mieux dans le monde quand vous voyez les relations, la place de l'Iran, je pense à l'Iran en particulier, mais pourquoi pas les conflits internationaux et peut-être aussi l'actualité politique française qui est plutôt intéressant. Et alors, Anna, Andrea, vous voulez peut-être ajouter quelque chose et vous avez la parole, hein. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit précédemment. C'est sûr qu'en fait, cette licence, ça nous permet d'avoir ce côté juridique et aussi d'avoir ce panel sciences politiques qui, tout d'abord, grandit de la première à la troisième année,
puisqu'en première année, on avait des relations internationales. Et en troisième année, on a les relations internationales globales. Donc, on a aussi une autre vision des relations internationales. Donc, tout au long, on évolue et on change de vision pour comprendre la globalité des sciences politiques. Au-delà de ça, on a quand même toutes les autres matières juridiques des licences. Mais c'est sûr qu'on a un aspect critique qui est développé et de la culture générale, notamment les relations internationales ou tout ce qui était vie politique, sciences politiques en première année. Bah, ça nous permettait d'enrichir nos copies, notamment en droit constitutionnel, si on n'était pas sûr de quelques informations. Et non, ça complète, surtout en première année, ça nourrit notre droit constitutionnel. Et même si on ne souhaite pas se diriger vers un master en sciences politiques, ça reste quand même très intéressant et très recherché d'avoir une autre base que le droit. Hmm. Andrea, vous voulez peut-être avoir le Ouais, mot de la fin sur ces atouts? je vais reprendre un peu ce que les filles ont dit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très valorisé, en tout cas pour les DSP, c'est l'ouverture d'esprit que la science politique nous amène. Mais on peut penser que c'est un peu bateau dit comme ça, mais même en TD de pénal l'année dernière, notre chargé pouvait dire quel groupe était des DSP et quel groupe ne l'était pas, parce qu'on n'a pas la même façon de réfléchir. Enfin, on prend les choses de façon beaucoup plus globale, on prend beaucoup plus en compte le contexte. Et comme l'a vraiment dit Anna, en première année, ça aide beaucoup. Et ça aide en droit constit d'avoir de la science politique, mais ça aide aussi d'avoir en sciences politiques, on fait beaucoup de vie politique française, on étudie les partis politiques, etc. Et donc tous les cours sont liés en fait, même dans le droit civil, enfin tout est lié avec les cours qu'on a en sciences politiques. Donc oui, je voulais vraiment insister sur l'ouverture d'esprit que ça nous amène. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voulaient, en arrivant, absolument rentrer dans un IEP à l'issue de la licence? Non? C'était pas c'était pas votre truc a priori. Emma, pardon, allez-y. Moi, je m'étais posé la question de faire un IEP ou pas, parce qu'en fait, en terminale, je m'étais pris trop tard pour préparer. Et vu mes notes que j'avais en AGGSP, je m'étais dit pourquoi pas. Je sais que le droit, ça m'attire depuis toujours, mais d'un côté, je me projetais plus dans la science politique. Et j'étais arrivée en septembre de ma première année. J'ai envie de m'inscrire pour préparer Sciences Po. Et en fait, j'ai fait donc l'unité de transition. Et au bout d'un mois, donc fin septembre, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout besoin d'aller préparer ces IEP parce que je me retrouvais complètement dans le droit. Et maintenant, je regrette pas du tout mon choix d'être partie dans cette licence parce que donc j'ai pu découvrir et vraiment confirmer mon attrait pour le droit. Et d'un côté, j'ai toujours ce bagage culturel, entre guillemets, et je n'irai pas dans une autre licence juste pour ce point de vue de culture générale, finalement. Tant mieux, bonne nouvelle. J'en suis ravie. Alors, c'est vrai que ça pourra servir surtout après. Tant que vous y êtes, pour vous, c'est enthousiasmant, mais c'est après, au moment où vous présenterez des concours ou des examens professionnels, c'est vrai que vous aurez un atout supplémentaire, cette capacité à analyser les choses avec les deux entrées, hein, à la fois la vision très juridique, très carrée, très rigoureuse aussi en sciences politiques, mais surtout très critique en sciences politiques. Et ça, c'est un vrai atout, hein. Vous savez aujourd'hui, à travers tout ce que vous avez pu suivre de matière de sciences politiques au cours des 3 années, vous avez des outils d'analyse, des outils critiques que les autres n'ont pas nécessairement. Et c'est vrai que ça sera utile quand vous préparez, même si vous préparez l'ENM, par exemple, hein, l'École nationale de la magistrature, pour devenir juge, mais vous avez des instruments qui sont vraiment utiles pour travailler les matières utiles au concours, quoi, pour les analyser aussi, et puis pour répondre à une épreuve de culture générale, vous avez les outils, vous savez comment faire. C'est vrai que vous y êtes formé, ça c'est un plus non négligeable. Emma, vous avez un parcours un peu atypique, hein, qui peut peut-être être intéressant de mentionner. Écoutez, moi j'ai commencé par une prépa ENSD1 pour préparer en principe. Je suis désolée parce que c'est à Saint-Valentin, donc je dois garder mon petit frère de 7 ans qui est un peu impatient du football sur la porte du bureau. Donc j'ai fait une classe préparatoire au NSD, donc pour préparer l'école normale supérieure en principe. Mais finalement, je n'ai pas passé le concours. Et en fait, ça m'a permis, parce que j'ai fait en parallèle 2 années de droit à Paris-Saclay, de continuer directement sur une 3e année de licence de droit. Donc moi, j'ai fait que la 3e année de droit sciences politiques à la Cato. Et
voilà. Ensuite, j'ai poursuivi sur un... Cependant, ça s'est bien articulé du point de vue, du point de vue de vos attentes et de vos attendus. Il n'y a pas eu il y avait pas de fossé du point de vue de la culture juridique et de la culture politique. Non, du tout, du tout. Au contraire, non, ça a totalement répondu aux attentes que j'avais. En fait, moi, j'étais toujours dans un profil où le droit m'intéressait, mais il y avait autre chose qui m'intéressait aussi. C'est pour ça que j'avais pris une prépa ENS-D1, parce qu'il y avait aussi de l'économie, des langues et de la culture générale, donc qui sont des matières supplémentaires dans la prépa. Et en fait, donc, j'ai retrouvé ce même attrait dans le... Et c'est pour ça que j'ai choisi la licence 3 DSP. Et au final, donc comme Lucie, encore une fois, parce que j'avais pas que ce côté juridique qui m'intéressait, mais il y avait aussi d'autres choses, la géopolitique, les sciences politiques, les relations internationales. Du coup, j'ai choisi un master 1 de droit international et européen, mention organisation internationale, et puis un master 2 droit international et européen, toujours spécialisé dans les droits de l'homme, la sécurité et le développement. Donc c'est toujours cette volonté de ne pas avoir que le droit, mais avoir aussi d'autres matières à côté. Et là, pour vous donner un exemple concret de ce qu'on peut faire après ça, là, j'ai décroché un stage qui est plutôt un contrat, un CDD de 6 mois pour l'instant, mais qui devrait être renouvelé si ça se passe bien, qui pourrait se renouveler en CDI. C'est donc un job dans une organisation non gouvernementale, donc une ONG, où l'objectif de l'ONG, c'est de protéger les travailleurs confrontés à la chaleur sur le lieu de travail. Et le but, donc moi, ma mission, ça sera d'implanter l'ONG, qui est une ONG américaine, en Europe. Et pour ce faire, donc, trouver des partenaires européens, avoir des discussions avec les parlementaires. Il y a eu un remaniement du Parlement européen, donc avoir des nouvelles discussions, avoir des discussions avec les ministères, comme le ministère du Travail, le ministère de la Santé en France. Enfin voilà. Et je trouve que c'est vraiment un stage qui correspond pile à mes attentes. Ça mélange le droit, mais aussi d'autres matières. Et donc, je pense que ma formation et dont le fait d'être passée par la L3 DSP m'a aidé à décrocher ce stage-là. Voilà. Oui, oui, vous êtes exactement dans la lignée de votre parcours. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on peut donner des précisions sur le diplôme délivré à la fin de la licence? Bien sûr, c'est un diplôme d'État puisque toute notre offre de formation est conventionnée par l'Université Toulouse-Capitole qui délivre les diplômes pour nous. Donc, pas de difficulté pour continuer n'importe où, dans n'importe quel master, puisque la licence est reconnue comme diplôme d'État. Ce n'est pas un jury rectoral, c'est un vrai diplôme d'État par conventionnement. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles vous trouvez notre offre de formation de master sur la plateforme Mon Master, si vous voulez aller regarder. Et vous la trouvez sous l'offre de Toulouse Capitole. Donc, pas d'inquiétude sur la poursuite du parcours, pas d'inquiétude sur l'accès au concours non plus, puisque tous les concours ouverts aux licences en droit sont ouverts à la licence droit Sciences Po. Il n'y a aucune difficulté. Ça ouvre donc tout le champ des professions réglementées notamment, mais aussi tous les concours de la fonction publique, hein, bien sûr, sans problème. Même les concours des écoles de commerce pour certaines et les écoles de journalisme. Donc, on peut être serein de ce point de vue-là. Toujours dans la mention droit, bien sûr, hein. D'autres questions? Non, pas encore. Bon, c'est pas grave. Nous, on va continuer à vous raconter un peu notre histoire et la manière dont vit cette formation, puisque parmi les intérêts de cette formation, c'est la mobilité en troisième année, qui est ouverte à tous les étudiants qui souhaitent partir, qui souhaitent candidater. Mobilité au semestre en Europe, en principe à l'année, enfin, quand on part au Canada, puisque nous avons des accords privilégiés avec le Canada pour la licence droit Sciences Po, des destinations qui sont... alors, on ne peut pas partir n'importe où, puisqu'on ne peut partir que dans un établissement qui va proposer l'équivalent, quelque chose qui y ressemble. Donc, un établissement qui fera du droit et de la science politique pour laisser aux étudiants qui partent le choix de poursuivre la construction de leur parcours en mettant toujours du droit et de la Sciences Po. Donc ça, c'est possible en troisième année. On fait le dossier en deuxième année. Au début de la deuxième année, on a la réponse au milieu de la deuxième année et on part soit au premier, soit au second semestre de la troisième année. Donc, voilà. Je vais répondre si vous le voulez. On va répondre. Il y a 3 questions dans le chat.
aux questions qui sont dans le chat, hein. Une question sur le diplôme délivré par Toulouse. Toulouse est un établissement public, c'est la faculté de droit de l'université Toulouse-Capitole. Les passerelles post-licence vers le public sont absolument possibles, puisque de toute façon, aujourd'hui, quand on a une licence en poche, eh bien, on est obligé de candidater sur la plateforme Mon Master, la plateforme nationale Mon Master, pour tout ce qui est formation euh, dans les établissements publics d'une part, les établissements privés conventionnés ou qui délivrent leur diplôme en jury rectoral. Donc, ce n'est pas une passerelle, c'est une continuité d'études qui est tout à fait possible. Mais bien sûr, c'est une sélection sur dossier, c'est-à-dire qu'il y a maintenant Parcoursup pour la première année et mon master pour l'entrée en 4e année dans les établissements qui sont sur mon master. Voilà pour la partie diplôme. Je réponds à la dernière question, hein. Comme je disais au début, hein, ça n'est pas une double licence, c'est une licence en droit. Alors, elle est bien sur Parcoursup. Léa, tu confirmes qu'elle est bien visible sur Parcoursup. Elle est, pour y accéder, il suffit de chercher la faculté libre de droit de l'Institut catholique de Lille pour nous trouver. Tu veux préciser, Léa? Oui, j'allais dire que n'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux. On a fait justement un petit tuto qu'on a mis sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour vous montrer comment nous trouver facilement sur Parcoursup. Voilà, alors ça me permet de répondre, donc je pense que j'ai précisé sur le diplôme. Il y a une question sur l'ouverture, sur la dimension internationale de la licence. Alors, c'est une licence, vous allez pouvoir en parler mieux que moi, hein, mesdames, où les enseignements sont faits en français. Si on veut suivre des cours en anglais, en allemand, en espagnol, c'est pas la bonne licence, c'est la licence en droit européen qui est la plus adaptée. Cependant, il y a quand même une option facultative, puisqu'il ne s'agit pas de mettre les étudiants en difficulté, d'introduction aux relations internationales en première ou en deuxième année, qui est proposée intégralement en anglais. Alors, ça n'a pas toujours été le cas par le passé, mais désormais, je l'ai ramené en anglais pour pousser un petit peu les étudiants qui sont obligés également de suivre des cours d'anglais. Ça les barbe un peu pendant leurs 3 années. Avec différentes options possibles, soit de l'anglais culture générale, soit de l'anglais concours. Mais mesdames, je vous en prie, prenez la parole, les étudiantes, pour en parler, puisque c'est vous qui suivez ces enseignements et pas moi. Moi, je ne fais que répondre à vos demandes quand il y a une question en lien avec les choix que vous faites. Dites-moi. Alors déjà, on pourrait préciser que sur la première année, il y a la possibilité d'être dans un groupe de remise à niveau d'anglais sur le premier semestre ou bien les deux. C'était mon cas, et de ce fait, en deuxième année, je suis passée en cursus, on va dire, normal. Et ensuite, vous pouvez un petit peu orienter vos cours d'anglais. Donc ça pourrait être par exemple de l'anglais juridique, de l'anglais spécialement pour la rédaction on va dire, de dissertation, ou bien de la préparation pour les concours, ce qui est mon cas par exemple pour la troisième année où on passe un diplôme de Cambridge, par exemple. Oui, c'est important, Amandine, vous avez raison de le préciser, hein. Aujourd'hui, tous les étudiants en 3e année sont obligés de présenter une certification. Alors, on ne leur demande pas d'atteindre un niveau bilingue, on leur demande en revanche de la préparer et de s'y présenter. Ça, c'est vraiment indispensable à nos yeux, hein, de les pousser comme on dit aujourd'hui, à se challenger pour voir où ils en sont. Ils en auront besoin dans le monde de demain, c'est évident, hein. Léa, je vais te proposer je n'arriverai pas à suivre toutes les questions, elles arrivent trop vite. Je vais te proposer plutôt de nous les donner, comme ça on va faire vivre Oui, bien aussi sûr. la discussion. Ça. Ouais, alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui demandent en quoi consistent les épreuves écrites pour accéder à la licence. On a des questions aussi sur la lettre de motivation, j'ai vu. Les modalités de sélection, finalement, Ouais, c'est c'est ça, ça, globalement. exactement. Globalement, il y a beaucoup de questions sur ça. Ouais. Alors, donc deux choses. Euh, que vous soyez, enfin, que quand vous allez candidater, on va regarder l'ensemble, je vais regarder pour le coup, pour droit sciences politiques, l'ensemble des pièces que vous allez déposer sur Parcoursup. Je regarde vos résultats, je regarde la fiche à venir qui est renseignée par vos enseignants avec beaucoup d'attention, hein, cette fiche à venir. C'est une véritable mine d'or.
Je vous dis pourquoi juste après. Je regarderai aussi avec beaucoup d'attention donc les résultats de première et de terminale qui seront renseignés, ainsi que tous les éléments que vous allez renseigner sur la première page où vous expliquerez votre parcours et éventuellement les difficultés que vous aurez pu rencontrer, pourquoi pas. Je lirai votre projet motivé. Ce n'est pas une lettre de motivation, c'est un projet motivé, ce que vous devez renseigner sur Parcoursup. C'est très court. C'est très court pour expliquer pourquoi vous candidatez dans ce parcours et pour me dire à moi pourquoi je dois vous prendre, vous et pas quelqu'un d'autre à dossier équivalent. Et vous devez également renseigner les éléments de CV, donc vos engagements associatifs, vos activités sportives, bref, ce que vous aimez faire dans la vie. C'est important de le renseigner avec sérieux. J'ouvre absolument toutes les pièces. Je lis tout, alors parfois un peu en travers, il est vrai, mais je lis tout, donc ne prenez pas le risque de ne pas le remplir. Si j'ai un doute, pour moi, c'est important de savoir que vous avez un engagement associatif depuis longtemps, parce que ça montre que vous êtes quelqu'un d'engagé, d'opiniâtre et que vous n'allez pas caler devant le travail ou la pression que pourrait représenter pour vous cette licence. Dans le projet motivé, alors, c'est ce que je dis en général aux portes ouvertes, ça fait sourire mes collègues ou quand on fait des immersions lycéens. Ne m'expliquez pas que mon parcours est le plus beau parcours du monde. On est là avec les étudiantes, on le sait. Ça, c'est la donnée de départ. Donc, je blague bien sûr en disant ça, hein. Mais ne m'expliquez pas quel est mon parcours, je le connais. En revanche, dites-moi pourquoi pourquoi votre candidature, pourquoi votre projet s'inscrit aussi dans ce parcours. Qu'est-ce qui va faire que votre candidature est pertinente? Bah, par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez suivre le module média et vous faites partie du club journal du lycée depuis 3 ans. Bah, c'est un élément extrêmement important, ça. Moi, je trouve que c'est fantastique et je me dis, ah bah voilà quelqu'un qui a déjà bien regardé ce que je propose et qui a envie, qui va en tirer parti, en tirer profit. Vous voulez présenter le concours commun des IEP? Très bien, dites-le moi, parfait, ça colle aussi. Vous êtes intéressé par la politique, par les questions contemporaines? Génial, dites-le moi, donnez-moi des éléments en ce sens. Il va falloir personnaliser votre projet motivé puisque vous ne pourrez pas rédiger votre projet motivé de la même manière pour moi et pour une autre licence ou une autre école. J'attire votre attention sur le fait que ce soit pour moi ou pour d'autres, hein, il faut vraiment être vigilant, ne pas vous tromper de personne. C'est-à-dire que si vous voulez venir dans la licence droit sciences politiques de la faculté de droit de la Cato, bah, il ne faut pas écrire que vous candidatez à l'école européenne de sciences politiques. Bien sûr, c'est la Cato aussi, mais ce n'est pas le même parcours. Donc, il faut montrer que vous avez vraiment travaillé votre dossier. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, en principe, pas de mauvaise surprise. Alors, sur la partie dossier, je vous dis que je vous dirai un petit mot sur la fiche à venir. La fiche à venir, c'est une mine d'or. Vous venez d'établissements très variés. D'ailleurs, vous, mesdames, vous venez d'établissements très variés. Parfois, des établissements qui sont un peu durs hein, dans la notation, ça, on le sait. Parfois, vous avez eu une petite difficulté dans un des trimestres. Eh bien, la fiche à venir permet à vos enseignants de s'exprimer indépendamment des notes, en fait. Ils vont mettre la note, bien sûr, globale, mais à côté, ils vont faire des commentaires en utilisant des mots-clés qui sont les mêmes pour tous, où ils vont pouvoir estimer votre niveau d'acquis. Et par exemple, je prends toujours cet exemple-là, hein, résultat en français ou en philo, 12 de moyenne. Bon, très bien, 12, ok. Et commentaire à côté, excellent travail. Bon, bah, je suis désolée, mais 12, c'est pas excellent. Donc, soit l'établissement se trompe en utilisant son excellent, soit pour l'établissement, et c'est beaucoup plus souvent comme ça qu'il faut interpréter les choses, à 12, c'est déjà très très bien. C'est-à-dire qu'on note un peu dur. Alors moi, je vais prendre le excellent, je vais oublier le 12 et je vais prendre les mots-clés, et mes collègues aussi à la fac de droit de la Cato. Et ces mots-clés vont nous permettre de mettre des points supplémentaires sur vos dossiers. Ce qui fait que comme ça, on contrebalance un peu ces établissements qui notent trop dur ou des résultats qui ont peut-être été moyens, mais qui en réalité sont la preuve d'un vrai travail, d'un investissement que vos enseignants dans le passé ont reconnu. Donc voilà, ça permet de faire remonter un peu votre dossier. Et puis, une fois que tout ce dossier est étudié, qu'il a été décortiqué dans toutes les directions, eh bien, il y a ce fameux test de motivation, d'orientation et de culture générale, politique, européenne, nationale, internationale, qui vous fait peur. Alors là, il faut vraiment vous rassurer, hein, il est décomposé en 2 parties pour cette année. Une première partie qui sera commune à tous nos parcours, qui est une partie motivation
orientation et compréhension du français écrit, compréhension de texte. Première partie, donc, alors, orientation, on va vous poser des questions. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais ce sont des questions qui nous permettent à nous de mesurer votre intérêt pour le parcours. Par exemple, j'ai pris cet exemple-là il n'y a pas très longtemps. Première question, comment suivez-vous l'actualité? 2 points. Première proposition, vous suivez BFM TV tous les jours. Deuxième proposition, vous lisez Les Inrecuptibles. Troisième proposition, vous consultez l'application du journal Le Monde sur votre téléphone. Et puis, quatrième proposition, vous suivez Hugo Décrypte sur les réseaux. Il n'y a pas de mauvaise réponse, puisque c'est votre choix personnel. Évidemment, votre orientation, si vous me répondez que c'est Les Inrecuptibles, super, je suis ravie de savoir que vous êtes passionné par la musique, c'est top. Cependant, ce n'est pas forcément ce que vous allez pouvoir développer en droit. Donc, je mettrai un peu moins de points sur une réponse de cette nature. Vous répondez l'application du journal Le Monde, je me dis, bon, voilà, c'est quelqu'un qui, ou Le Figaro, ou tout autre journal ayant un comité de rédaction un peu sérieux, bon, bah, pas de problème, on est sur quelqu'un qui a vraiment pensé son parcours. Vous répondez Hugo Décrypte, ce n'est pas une mauvaise réponse. Il est sympa, Hugo Décrypte. Et il est tout seul à faire son truc. Il n'y a pas un comité de rédaction autour pour vérifier parfaitement la véracité, les sources, etc. Vous voyez, donc c'est ce type de question. Donc, il ne faut pas en avoir peur, il n'y a pas de danger là. C'est vraiment pour mesurer votre choix. Est-ce que votre choix est pertinent par rapport au parcours dans lequel vous candidatez? Compréhension du français écrit, ce n'est pas très compliqué non plus. On vous propose un article de journal, souvent tiré de l'actualité, hein, et on vous pose des questions de compréhension dessus. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en droit, vous allez avoir besoin de comprendre ce que vous allez lire. Et en sciences politiques aussi. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. On ne mesure pas votre capacité à écrire correctement en français. On ne mesure pas votre capacité à accorder correctement le participe passé avec l'auxiliaire avoir et les 14 exceptions qui sont contenues par ailleurs dans la grammaire française. On ne le fait pas, de toute façon, on vous forcera, vous n'aurez pas le choix, vous aurez tous à suivre le projet Voltaire quand vous allez rentrer chez nous. Donc, si vous avez des difficultés, on vous accompagnera pour y remédier. Donc, ne vous inquiétez pas de ce point de vue-là. Voilà, et puis troisième, donc qu'est-ce que je disais? Orientation, maîtrise du français, j'ai donné un troisième, compréhension du français écrit, j'ai donné un troisième élément. Aidez-moi les filles, avant de basculer sur la partie plus spécifique à DSP. Non, c'est essentiellement ça, la partie commune, hein. Orientation et compréhension écrite. Et puis ensuite, pour la partie plus spécifique à la licence droit sciences politiques, des questions de culture générale. Alors, ce n'est pas la peine d'aller acheter 15 bouquins pour réviser la culture G. On est vraiment dans des questions générales, plutôt ancrées dans l'actualité, pas seulement. J'adore poser comme question la question suivante. L'antenne du Louvre se situe à alors Amiens, Arras, Paris ou Lens. Bon, quand on est du Nord, on sait où c'est. Quand on n'est pas du Nord, c'est intéressant de savoir où on met les pieds. On ne met pas les pieds nulle part. Alors pour info, l'antenne du Louvre, elle est à Lens, c'est le Louvre-Lens, pas très loin du stade Bollaert pour ceux qui sont passionnés de football. Donc voilà, ce ne sont pas des questions très compliquées, un peu de questions culturelles, mais rien que vous ne puissiez suivre dans les journaux quotidiens. Et des questions d'actualité. Bon, bah oui, vous voulez venir faire de la science politique, vous connaissez à minima le nom du Premier ministre. Vous connaissez le nom du ministre de la Justice si vous voulez venir faire du droit. Ça fait partie des choses à peu près standards. Si on vous interroge sur la date à partir de laquelle la peine de mort a été interdite en France, vous devez savoir répondre. La personne qui a porté l'interdiction de la peine de mort, là, vous ne pouvez pas l'ignorer. Ça fait partie des choses qui sont indispensables à connaître. Mais vous le savez. Donc, pas la peine de se rendre malade. On est sur des questions qui ont vocation, en fait, ces tests, non pas d'enterrer vos dossiers,
mais au contraire, de vous permettre, si vous avez eu des résultats un peu moyens, parce que ça ne vous passionnait pas trop, vous n'avez pas pris les bonnes spécialités, finalement, vous avez voulu garder maths, c'était une erreur, eh ben, ça va vous permettre, avec la moyenne que vous allez obtenir au test, de remonter là aussi dans le classement. Ce n'est pas fait pour vous pénaliser, c'est au contraire fait pour mesurer votre orientation et vous permettre de rééquilibrer votre dossier s'il en était besoin. J'insiste beaucoup sur ça, hein, parce que moi, je n'ai pas d'intérêt à recruter euh, comment dire, des étudiants qui viennent par défaut. Non, c'est parce que vous avez envie de venir. Et j'aime autant un dossier à 13, 14, avec parfois des résultats un peu moyens, mais quelqu'un qui a vraiment envie. Et quelqu'un qui a vraiment envie, ben, quand il entre à la fac, il fait un super parcours. Et un 12, 13, 14 du lycée, ben, ça se transforme de la même manière en un 14, 15 à la fac. Et ça, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup ce type de profil. Alors, Parcoursup n'est pas sympa. Parcoursup n'est pas flexible. Parcoursup, c'est l'horreur pour les parents. C'est pas facile pour les lycéens, mais pour les parents, c'est encore pire. Prenez soin de vos parents et répondez à leurs questions. Ils n'ont pas nécessairement les outils dans les mains, donc essayez de leur expliquer comment ça fonctionne pour les rassurer, parce que ça leur fait très peur. Mais Parcoursup n'étant pas flexible, vous ne pourrez pas ajouter de lettres de recommandation si vous en avez. Vous ne pourrez pas ajouter de certification en langue si vous en avez. Ça, c'est très frustrant. Donc, si vraiment vous voulez ajouter des éléments, vous n'avez pas d'autre choix que de nous les adresser par mail directement. Donc, à moi, pour la licence droit Sciences Po, je les conserve et à un moment donné, j'arrive à les utiliser. Voilà, c'est tout ce que je peux vous proposer. Il n'y a pas d'autre option. Je les reçois et quand je fais les classements, ben, je regarde de qui il s'agit dans le classement. J'ai beaucoup parlé. Je voudrais rendre la parole à toutes ces étudiantes qui sont venues pour échanger avec vous. On avait des petites questions encore dans le Ben oui, chat. je vais aller y répondre justement, je pense, parce que j'ai laissé Ouais. le chat, je les ai vus tourner. Euh, donc, j'ai essayé de répondre du côté de la personne qui va sélectionner. Mais il y a des questions auxquelles les étudiantes peuvent répondre. Il y a une question sur la Oui, différence entre DCJ, droit culture ouais. juridique, et droit sciences politiques. Vous êtes les mieux placés pour y répondre, mesdames. Je ne sais pas qui veut se lancer, mais allez-y. Moi, je peux répondre si vous voulez. Allez-y, André. Comme on l'a dit, on a un peu introduit le sujet, droit sciences politiques, c'est vraiment du droit. On a le même socle commun qu'avec la licence droit et culture juridique. Donc on va être jusqu'en deuxième année, on a les mêmes amphis dans les matières fondamentales. On fait sommairement la même chose, si ce n'est que la licence droit et culture juridique, ça va quand même être très axé sur de la culture juridique. Donc par exemple, la clinique la clinique juridique où nous, on va faire beaucoup d'oral, beaucoup d'écrit. Eux, ils vont pas du tout faire la même chose. En première année, on est tous accompagnés par des pros, mais eux, ils vont faire, par exemple, de la rédaction de contrats. En troisième année, ils vont créer une sorte d'entreprise tout au long de l'année. L'entreprise, elle va rencontrer des difficultés et ils sont accompagnés pour résoudre ces problèmes. Nous, nos matières, donc on a nos matières fondamentales en droit, mais on a beaucoup de sciences politiques à côté. Et en troisième année, on a quasiment autant de droit que de sciences politiques parce qu'on a une matière fondamentale en droit et une matière fondamentale en sciences politiques. Donc c'est vraiment la différence. Mais comme Madame Durand-Marc l'a dit, on est tous diplômés d'une licence en droit. Enfin, ça, c'est la chose qui ne change pas. Et Andrea, est-ce que quand on a fait une première année en droit sciences politiques et qu'on se passionne finalement pour le droit, la Sciences Po, on n'aime pas trop, est-ce qu'on peut changer de parcours? Alors oui, c'est tout à fait possible. On peut changer de parcours. C'est plus facile de changer, enfin d'aller par exemple de droit sciences politiques ou d'euro vers droit et culture juridique parce que les prérequis à l'inverse sont quand même différents en sciences politiques. Enfin en droit sciences politiques, on va avoir des acquis pardon, on va avoir des acquis en première année qu'on va utiliser dans nos matières de droit sciences politiques de deuxième année. En euro, pareil, ils font un niveau en anglais spécifique. Mais c'est tout à fait possible de changer. Il faut simplement prendre rendez-vous avec les directeurs de licence, montrer qu'on est motivé, mais enfin, je connais pas de personne à qui on a refusé le changement, c'est complètement possible. Bon, en principe, vous avez parfaitement raison. On essaie juste de mesurer la pertinence dans le projet. C'est la raison pour laquelle on ne le fait pas de manière automatique parce que parfois,
on peut se dire bah, l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté, puis en réalité, bah, dans le projet, c'est pas forcément très cohérent. Mesdames, quand vous étiez au lycée, alors pour certaines, ça date un petit peu maintenant puisque vous êtes en master, mais euh, euh, votre niveau de résultat, c'était quoi? Vous avez eu du mal à rentrer dans cette licence? Ça a été affreux, affreux, l'angoisse totale, ou vous avez pu être sélectionné assez vite à l'issue de la procédure Parcoursup? C'était déjà Parcoursup, hein? Oui, oui. Du coup, j'étais dans un lycée, je viens de Reims à la base. Donc, au niveau des résultats, je crois que je devais tourner entre 11 et 12, 12 de moyenne, quelque chose comme ça. Vraiment, c'était pas excellent, excellent. Je suis venue à la Cato. À cette époque-là, on faisait encore les tests en présentiel. Du coup, j'étais venue toute la journée pour faire les 3 tests pour les 3 formations, donc droit culture juridique, euro et DSP. Et donc, enfin, c'était assez bien de voir en fait la différence entre les 3 tests. Euh, Au niveau des questions, j'avais pas trouvé, enfin, je m'étais un peu mis la pression en me disant que ça allait être horrible, enfin voilà, qu'il fallait connaître plein de choses, etc. Et en fait, c'était très accessible, en fait. C'est des questions, on peut connaître les réponses assez facilement. Euh, Au moment des résultats de Parcoursup, je crois que j'ai pas été prise le premier jour parce qu'il y a énormément de demandes. Mais je crois que le lendemain ou le surlendemain, je devais être acceptée dans 2 des 3 formations et au bout d'une semaine, j'étais acceptée dans les 3 formations. Donc franchement, enfin, en fait, j'avais mis les 3 vœux en me disant que voilà, je ne savais pas lequel choisir. Donc, je pensais que la plateforme allait choisir pour moi. Au final, j'ai choisi droit à Sciences Po et je regrette absolument pas mon choix. Tant mieux, tant mieux. Et alors les autres, par exemple, Elsa ou Anna? Euh, tu, Elsa? tu veux parler, Anna, ou... donc moi, j'étais au lycée à Angers, donc en Pays de la Loire, dans un lycée privé un peu strict, qui notait un C'est à petit peu... David d'Angers? Comment? C'est à David d'Angers? Non, à Montgazon, D'accord. dans le privé. Mais, et j'avais environ 13 et demi parce que j'ai loupé à ça la licence, enfin la mention bien, pardon. Et je m'étais dit, donc la licence DSP à la Cato, j'avais mis que cette licence-là parce que pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, comme je l'ai dit au tout début, j'étais un peu mitigée sciences politiques et j'avais pas mis donc droit culture juridique parce que j'avais encore cette envie de sciences politiques. Et le test m'a évidemment mis la pression. Mais ça s'est très bien passé parce qu'au final, je pense qu'aussi ça fait un tri dans les personnes qui se présentent parce que moi je l'ai fait en distanciel et je pense que ça fait un tri surtout des personnes qui vont jusqu'au bout de ce test et qui parce que c'est vraiment pas c'est pas la mer à boire, ça se passe très très bien. Et donc après, le Parcoursup a ouvert, j'ai été prise dès le premier jour et j'ai pas attendu d'avoir d'autres choix en attente pour valider. J'ai validé la licence DSP avec grand plaisir. Moi, je suis issue de Saint-Quentin dans un lycée privé. J'ai vu une question sur les spécialités. Moi, j'avais AGSP, SES et maths, mais il n'y a aucun prérequis de spécialité. Toutes les spécialités sont bonnes pour rentrer. Justement, il y a des spécialités qui vont permettre des attraits, enfin, de la rigueur si vous suivez maths, physique. En tout cas, comme dirait Madame Jurel-Marc, choisissez quelque chose qui vous fait plaisir. Au niveau des moyennes, j'ai dû avoir mon bac à 15 et demi. J'avais déjà parlé avec des anciens élèves de la Cato, donc je savais qu'il y avait un test et qu'il n'était pas si compliqué et qu'il fallait juste suivre l'actualité et quand même, par suite d'intérêt avec cette licence, être au courant de tout ce qui se passe dans notre monde. J'avais postulé pour les 3 en me disant au cas où si j'en ai pas, et même à Issy-les-Moulineaux. Mais Lille et la licence DSP étaient quand même mon premier choix. J'ai eu Euro et DCJ et j'ai eu DSP quelques jours après. Voilà.
Ouais, merci pour vos précisions. Alors c'est vrai que je vais le dire pour tous, hein, Parcoursup fait très très peur parce que tout le monde candidate au même endroit. Donc les candidatures sont très nombreuses. Les places n'augmentent pas malheureusement en fonction du nombre de candidatures. Il y en a 170 pour droit à Sciences Po, hein, sur Parcoursup et on n'aura pas une de plus. Vous n'aurez peut-être pas une réponse positive tout de suite, que ce soit en droit sciences politiques ou ailleurs. Mais il faut surtout, surtout, absolument pas paniquer et ne pas se démoraliser dès les premiers résultats, parce que ça ne veut rien dire. Ça veut simplement dire que quand on a appelé la première vague de candidats sur Parcoursup, alors quand je dis quand on a appelé, c'est quand la machine appelle la première vague de candidats sur Parcoursup pour un parcours, donc là pour droit sciences politiques, elle en appelle un peu plus que 170, mais on est obligé d'attendre que les 170 premières places soient soit acceptées, soit refusées. Donc ça, c'est un jeu de chaises musicales. Et en réalité, on sait très bien que même si on appelle 300 candidats du premier coup, eh bien, on ne va pas pourvoir les 170 places parce que ces 300 candidats vont avoir candidaté dans des tas d'autres de formations. Et ce n'est pas forcément leur premier choix. Donc, il faut simplement attendre 2, 3 jours pour que ça tourne une première fois, puis ensuite ça retourne au bout de 5, 6 jours, et ça tourne comme ça régulièrement. Donc, les places se libèrent. Et dès que les places se libèrent, Parcoursup appelle les candidats suivants sur la liste d'attente. Ça fait peur, mais ça va très vite. Alors, c'est un très vite, pour moi, c'est facile de le dire, je ne suis pas concernée, mais moi, je vois que ça bouge très, très vite. On est 250e sur la liste d'attente le premier jour, le deuxième jour, on est 72e, le troisième jour, on est 35e, et le quatrième, on est rentré. Ça bouge très, très vite. Très, très vite. Et il faut vraiment que vous le sachiez. Et c'est vrai dans toutes les formations, hein. Ça bouge vite puisque vous candidatez tous dans les mêmes choses partout en France. Donc, tant que ce jeu de chaise musicale ne se fait pas, bah, il n'y a pas de place pour vous. Mais dès que une place se libère, paf, on appelle les candidats suivants. Alors, sur les options, merci, hein, de l'avoir dit, Anna. C'est vrai, pas de prérequis particuliers sur les matières. Faites-vous plaisir. Meilleurs sont vos résultats, meilleur est votre dossier. Plus vous vous épanouissez, plus vous êtes heureux, et bien, meilleur est votre dossier. Moi, hein, quelqu'un qui a fait des maths, de la physique et de la biologie avant, pas de problème, hein, c'est quelqu'un qui va être assez cartésien, carré, qui va avoir l'habitude de raisonner, d'appliquer des méthodes. Génial en droit, génial en sciences politiques. Quelqu'un qui va avoir fait de la philo, qui va avoir fait de l'histoire, qui va avoir fait, suivi grands problèmes contemporains, une initiation au droit. Super! Bah, quelqu'un qui se nourrit déjà beaucoup, qui s'épanouit aussi, qui a déjà pas mal de bases. Super! Moi, ce qui m'importe, c'est de voir ce que vous allez en faire une fois que vous serez rentré. Et celui qui aura fait des maths, ben, il sera très à l'aise dans la démonstration juridique. Celui qui aura fait HGG, SP, je vais me tromper dans les lettres, mais bon, vous avez compris, ben, celui-là va être plus à l'aise sur le cours de vie politique française, par exemple, sur l'humanité, histoire contemporaine. Il sera plus à l'aise. Mais au niveau de la sélection, pour moi, c'est complètement égal. Je ne coefficiente pas les options. Et personne, hein, dans aucun de nos parcours, ne coefficiente les options. On est content pour vous. Alors après, à dossier équivalent, bon bah oui, d'accord, on peut éventuellement aller regarder ça, mais on a tellement d'autres éléments dans votre dossier pour vous départager, hein, votre projet motivé et les éléments de CV, ce que vous êtes, qui vous êtes. Moi, ce qui m'importe, c'est de recruter, je leur dis encore une fois, hein, des étudiants qui ont envie de venir et qui ont envie de jouer le jeu de ce parcours, de cette promotion. Donc, en espérant que mon message est passé de ce point de vue-là. Alors justement, mesdames, esprit de promo, on peut peut-être en dire un petit mot. Enfin, vous pourriez peut-être en dire un petit mot. L'avantage avec cette promotion, c'est qu'on n'est pas nombreux. Et contrairement à la licence de droit et culture juridique où ils sont 325, si je ne me trompe pas, ou 320, nous, on est 170 et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on est un peu moins. Je crois qu'en troisième année, on doit être aux alentours de 80 ou 90, presque 100. Et cet esprit de promo fait qu'on se connaît tous et il y a vraiment un esprit d'entraide et de partage. En tout cas, moi, je l'ai ressenti en première année comme ça, puisque dès qu'on pose une question, on a nos groupes de promo et dès qu'on pose une question, on a plus ou moins la réponse. Et quand on n'ose pas la poser la question, il y a forcément quelqu'un qui va la poser à notre place.
Non, mais globalement, on est une petite licence, donc ça nous permet de tous nous connaître, d'avoir très vite des groupes d'amis relativement importants et puis d'avoir des liens, notamment quand on travaille en groupe. Voilà. Ouais, une C'est- promo à taille humaine, hein. C'est peut-être Oui. quelque chose à Mais ajouter. il y a surtout, mais ça c'est plus la catho, mais bon, on le ressent en DSP, vraiment une ambiance agréable. La première chose qu'on nous dit quand on arrive dans l'amphi en première année, contrairement à beaucoup d'autres facs de droit en France, c'est pas regardez à droite, regardez à gauche, il y en a qu'un de vous trois qui va rester. On nous dit vous êtes tous la plus grande chance de réussite de vos voisins. On est beaucoup amenés en fait à travailler les uns avec les autres. Finalement, on pourrait penser que c'est des études assez individualiste, mais pas du tout. On fait beaucoup de travaux en groupe et en DSP, on a la chance d'avoir des camarades qui sont bienveillants et qui sont, comment dire, créatifs. Il y a beaucoup de DSP qui sont dans des assos. L'association il y a une grosse association, on va dire, par parcours. Donc, l'association des DSP s'appelle les Sciences Po-Arts et ils sont vraiment acteurs de la fac. Enfin, j'exagère pas quand je dis ça. Ils organisent beaucoup d'événements. Franchement, ils nous font des choses super. On est amené du coup encore à tous se rassembler grâce à eux et franchement ça change. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver déjà forcément dans les autres licences, même si je ne doute pas qu'ils s'entendent tous très bien, mais c'est pas la même chose que les DSP et encore moins dans les autres facs. Bah, c'est Ouais, vrai c'est que, important. Allez-y, pardon. allez-y, Euh, Andrea. comme André a dit, c'est vrai qu'on a quand même de chouettes assos. C'est vrai que dans la plupart de nos copains, ils sont en DSP et ils sont dans ces assos comme le BDA par exemple, où ils ont organisé le bingo ou encore les grosses têtes de l'amphi. Et c'est des moments où, en dehors des cours, on peut tous se retrouver, majoritairement quand même en promo DSP, même si toutes les promos sont les bienvenues, mais il y a cet esprit qui fait que. Et sans oublier le gala des Sciences Po Arts qui était quand même incroyable cette année. Il ne faut pas l'oublier. Oui, oui, vous avez raison. Vous animez. Alors, toutes les associations font vivre la fac, mais c'est vrai que l'association des sciences po-arts est très, très, très dynamique. C'est important hein, parce que être étudiant, c'est aussi construire ses relations, c'est avoir une vie sociale importante, c'est faire des choses ensemble. Et vous faites beaucoup de choses ensemble. Hein. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Hein. Alors là, vous parliez du bal d'hiver, puisque je crois que c'est comme ça qu'il a été appelé. Bon, super, hein, mais après, plus sérieusement, il y a tout un tas de conférences qui sont organisées. Vous faites venir des noms incroyables, des anciens ministres, bref, vous faites vraiment vivre votre parcours. Et ça aussi, c'est pas simplement faire vivre le parcours et faire vivre la faculté, hein, mais c'est vivre dans le parcours. Hein. C'est aussi parce que vous faites du droit et de la science politique que vous avez cette curiosité-là et que vous allez jusque-là pour faire vivre les choses. Une vie associative hyper riche. De toute façon, quand il n'y a pas l'association de vos rêves, vous la créez. Moi, j'avais demandé pendant plusieurs années pourquoi il n'y avait pas d'association de biérologie. Je trouvais ça complètement dingue. Il y a ça dans les IEP, hein, des trucs aussi spécialisés. On est dans le Nord. Pourquoi vous n'aviez pas d'association de dégustation de bière? Ça y est, c'est fait, ça a été mis en place. Voilà, il n'y avait pas d'association pour le journal de la fac, il y en a une. Vraiment, vous faites vivre les choses, c'est très, très important. Et donc, la vie sur le campus, c'est comment? Bah, c'est Très surtout agréable. rassurant. Rassurant, Amandine? Bah, je dirais que c'est rassurant, notamment si on s'adresse à des parents. On a un peu la vie de campus à l'américaine où toutes les facultés sont regroupées autour d'un joli parc. Les boulevards adjacents sont toutes les écoles de de la Cato. Les appartements sont des résidences de la Cato. Les restaurants universitaires sont à la Cato. La salle de sport est à la Cato. Il y a également un immeuble qui est réservé à tous les médecins de la Cato, que ce soit avoir un gynécologue, un médecin généraliste ou bien un psychologue. Ça nous permet d'avoir un accès direct à des soins. Si besoin, je trouve que c'est très rassurant, notamment pour des personnes qui ne viennent pas de la région. Lorsqu'on quitte le cocon familial pour la première fois, être assuré d'avoir la restauration, le sport, le médecin et ses études sur un campus, ce qui fait également que le quartier est très sécurisé. Ouais. Voilà. Le quartier, il est aussi sécurisé parce qu'en fait, on a tous, pour pouvoir rentrer dans les bâtiments, on a tous nos badges. Du coup, une seule personne peut rentrer avec un seul badge, ce qui fait qu'en fait, on peut rester à la fac jusqu'à très tard.
La fac de droit est ouverte jusqu'à 20h, mais la fac de médecine, elle est ouverte jusqu'à minuit. Donc voilà, comme ça, au moins, on est vraiment sécurisé. On peut rester jusque très tard. Les personnes qui sont dans le bâtiment sont soit des étudiants, soit des personnes de l'administratif. Donc, enfin, de l'administration. Donc, c'est génial. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a vraiment ce côté campus, comme tu disais, à l'américaine, où on a vraiment ce côté où tout le monde est très sympa. On est tous très sympas les uns avec les autres. On a aussi quelques petites choses aussi qui sont organisées entre les facs, entre les écoles. On a la Cato by Night qui est organisée. Donc, c'est une fête qui est organisée au milieu des bâtiments. Donc côté sécurisé aussi. Ce qui est super sympa, c'est qu'on a quand même un campus super joli. Euh, c'est en plein milieu de la ville, c'est vraiment super sympa. Donc vraiment, voilà, avoir ce petit instant, ça permet vraiment de relâcher la pression. On est avec d'autres facs, etc. Euh, bon, je crois que tous les ans, j'en parle. Mais ce qui est très sympa aussi, c'est le rock qui est organisé à HEI, enfin à Jounia. Les écoles d'ingé de la Cato organisent du coup tous les mercredis soirs une soirée où tout le monde vient danser le rock ensemble. Toutes les facs sont confondues. C'est génial. On rencontre des personnes en fac de médecine. Bon, ils sortent pas trop, mais surtout les ingés. Ça permet en fait de sortir vraiment de son comment dire, de son cadre vraiment que droit, etc. Ça permet vraiment de faire, enfin, de rencontrer plein de personnes. Je me suis fait énormément d'amis là-bas. Là, après la conférence, j'y vais pour aller rejoindre des amis et c'est vraiment un moment vraiment super. Donc, on a vraiment ce côté-là sur le campus qui est génial. Tout le monde est là pour étudier, mais aussi en même temps pour sortir, se vider la tête et c'est génial. Et construire toujours ce réseau dont vous allez avoir besoin pour la suite, hein. C'est vrai que c'est important, hein. C'est vrai que Exact. c'est vrai que si vous ne connaissez pas le campus, hein, il faut regarder. Vous pouvez regarder sur notre site, il y a quelques belles photos, mais sur place, c'est vrai que c'est assez chouette, hein. Alors, quand on est en terminale et qu'on s'apprête à faire le grand saut, hein, pour rentrer à la fac, on se jette un peu dans le grand bain, puisqu'il y a un grand pas entre la terminale et la première année de fac. Euh, comment on vous a accompagné, comment on vous accompagne dans ce pas de géant là entre la terminale et la L1 DSP? Qu'est-ce qu'on met en place pour que vous ne soyez pas trop perdus? On a une unité de transition. Oh, c'est Euh, horrible comme mot, unité de oui, transition. on dit UT. On a une Et UT voilà. de 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est pour ça, la rentrée est un peu tôt, mais vous n'allez pas le regretter parce que on a 3 semaines où, en fait, on nous explique les études de droit. Vraiment, on nous explique la méthode. On a une introduction, du coup, générale au droit. Donc, vraiment, comprendre les institutions, comprendre, en fait, comment les organes juridiques fonctionnent. On a des cours de méthodo pour tout simplement apprendre en fait, parce que là, vous allez arriver de la terminale, c'est tout nouveau et on connaît rien. Donc il faut pas avoir peur de ne rien connaître et de pas savoir comment faire, parce que déjà, chacun a sa propre technique, mais on est méthode, et puis vous allez affiner vos méthodes au fil de vos études, mais on nous explique à la rentrée de première année comment faire pour prendre des notes, comment faire pour comment dire, sélectionner les bonnes informations quand on nous parle, comment être synthétique. Et ça aide beaucoup. Après, on est amené à avoir quand même beaucoup d'échanges aussi avec les professeurs qui animent ces unités de transition, qu'on a d'ailleurs finalement un peu tous les ans. Je veux dire, en deuxième année aussi, vu que c'est des nouvelles matières, on a des semaines qui nous aident à introduire ces matières, parce que c'est que des sujets qu'on ne connaît pas. On recommence chaque année à zéro niveau connaissance. Et ensuite, on est aussi accompagné par toutes les équipes pédagogiques. Donc, si on a le moindre souci, en fait, tout le monde est très accessible. Pour revenir sur ce que Lucie disait, c'est qu'au-delà de la franche camaraderie qu'il y a à la Cato, c'est vraiment une fac-école. Enfin, moi, je pense qu'on peut vraiment dire ça. C'est que c'est une petite fac. Donc, comme Anna le disait, tout le monde se connaît. Et on a un lien privilégié avec l'administration et tout le corps professoral. C'est-à-dire que pendant que vous allez être en cours magistraux,
magistrale, pardon. C'est hyper impressionnant les premières fois, c'est un super grand amphi, il y a tout le monde qui tape, enfin, on n'est pas habitué à ça. Et en fait, à la pause, on descend les escaliers, on a une question, on va la poser directement au prof qui donne le cours. On n'a pas à attendre, on n'a pas à envoyer des mails. Pareil pour n'importe quel problème administratif par rapport au logement, aux problèmes de santé, aux problèmes liés au handicap ou à tous les troubles dysorthographiques, etc. Le moindre problème, on est pris en charge. En fait, on peut aller taper à la porte de n'importe qui, on va être redirigé. Il n'y a pas la distance qu'il pourrait y avoir dans d'autres facs avec l'administration, etc. Ouais, merci, merci. On essaie de vous accompagner sur les 3 premières semaines, mais c'est vrai que vous avez raison, la rentrée, elle est un petit peu tôt. Elle est toute fin août ou tout début septembre au plus tard, hein. Pourquoi? Ben, parce que justement, on prend les 3 premières semaines pour faire en sorte que vous deveniez étudiant le plus vite possible. Alors, il y a nous, les enseignants, dont je fais partie, il y a le corps administratif, mais il y a aussi vos aînés, les 2e et 3e années, puisque maintenant, depuis plusieurs années, alors vous n'avez peut-être pas bénéficié, si vous avez bénéficié de ça aussi, depuis plusieurs années, l'association Les Sciences Beaux-Arts met en place un système de parrainage des étudiants de première année qui vont avoir un parrain en 2e ou 3e année, selon les cas, ce qui permet d'avoir un plus grand vers lequel se tourner quand on est un peu inquiet. On ne sait pas très bien s'orienter, on est perdu, il y a des options à choisir, on n'y comprend rien. Et puis c'est quoi ce vocabulaire? Il y a des partiels, il y a des DS, il y a des galops d'essai, il y a des blocs de compétences. Bref, tout ça c'est trop compliqué. Quand le prof parle, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux m'adresser à un référent étudiant. Voilà, ça c'est vraiment fantastique, hein. Vous avez, Andrea, vous avez commencé à parler, à dire tout le monde tape et vous vous êtes arrêté. Vous avez bien fait de vous arrêter parce que tout le monde ne tape pas sur son ordinateur. Les enseignants peuvent autoriser ou interdire l'utilisation de l'ordinateur. Ça, tout dépend de leur pédagogie. Pour ce qui me concerne, puisque j'assure le cours de droit constitutionnel en première année, donc un des cours magistraux, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour de l'année, j'interdis l'utilisation de l'ordinateur portable pendant mon cours. Et l'équipe chargée d'enseignement qui travaille avec moi pour cette matière, qui revoit les étudiants en fin de semaine, m'a demandé de l'interdire aussi pendant les travaux dirigés. Moi, je le laissais à leur discrétion et ils m'ont demandé qu'on pose une interdiction ferme pour tous, sauf pour les étudiants à besoin particulier qui en apportent la preuve, bien sûr, pour tous les étudiants 10, quel que soit le trouble 10, ou pour toute autre raison, bien sûr, dès lors que c'est validé par la médecine universitaire, j'autorise naturellement l'utilisation de l'ordinateur. Alors, ça a été un petit peu, ça a fait un petit peu de bruit au début, les étudiants n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi. Mais je rappelle que les épreuves, les examens, que ce soit en contrôle continu ou en examen terminal, c'est papier et crayon jusqu'à preuve du contraire, hein. Il y a quelques épreuves dématérialisées, mais pas beaucoup, sous forme de QCM sur tablette. L'essentiel, c'est papier et crayon. Il faut conserver l'habitude d'écrire et d'écrire des mots en entier, pas simplement des abréviations, des vraies phrases, etc. Donc, il faut continuer à s'entraîner à écrire. Alors, j'ai vu se développer, entre vous et moi, j'ai vu se développer des espèces de tablettes qui imitent le papier. Là, j'en ai vu plusieurs arriver dans l'amphi depuis que j'ai interdit l'utilisation de l'ordinateur. J'avais pourtant interdit l'utilisation de ces tablettes. Finalement, je me suis dit, voyons ce que ça fait, voyons combien de temps les étudiants tiennent avec ça. Bah, pas longtemps. En fait, hein, j'en ai vu arriver un certain nombre et elles sont reparties aussi vite qu'elles sont arrivées. Je suppose que pour la prise de notes, c'est pas aussi simple que ça quand on veut prendre en note un cours. Donc voilà, alors moi j'interdis, mais d'autres n'interdisent pas. Je pense qu'en première année, on peut continuer avec papier et crayon, et je pense même qu'en 2e année aussi. Mais bon, je considère que chacun doit se prendre en main aussi. Donc après, voilà, les étudiants retrouvent leur liberté de choix. Mais je dois dire que nous observons une amélioration. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ce qu'on met en place, donc l'interdiction de l'ordinateur, imposer le projet Voltaire, etc. Moi, je trouve que c'est de mieux en mieux du point de vue de la maîtrise de l'écriture sur le fond et sur la forme. Donc, j'ai tendance à me dire que si c'est de mieux en mieux, les résultats sont meilleurs. Ça, on a des statistiques pour le coup, hein, sur les 2 dernières années.
c'est meilleur qu'avant en droit constitutionnel. Donc, je m'entête, je continue à maintenir mon interdiction contre l'avis des étudiants qui pensent que vraiment, j'ai rien compris et c'est tellement plus facile de taper sur un ordinateur que d'écrire. Quand je passe dans les rangs, je ne suis pas du tout convaincue par cette position. Alors, on est là pour parler un peu, donc j'essaie de revenir hein, au fossé entre le lycée et la fac. Euh, et ça va permettre de répondre à la question qui vient de s'afficher. Est-ce qu'on donne un pré-rythme de cours en amphithéâtre? Dans certains cours, oui, dans d'autres, non. Le pré-rythme peut prendre des formes très variées. Parfois, c'est un vrai cours. Parfois, c'est un ensemble de documents organisés pour correspondre au cours qui sera fait en amphi. Ça, c'est plutôt mon genre. Moi, je mets un plan très détaillé, mais également un pré-rythme composé de documents qui viennent compléter le cours, en fait, et qui permettent de mieux le comprendre. On avait développé cette méthode il y a quelques temps, donner les supports de cours en amont en espérant que les étudiants travailleraient en amont et viendraient en cours déjà un petit peu préparés. Cette méthode plutôt anglo-saxonne, pour le moment, présente encore un certain nombre de limites puisque ce n'est pas dans les habitudes et on a beaucoup de mal à emporter les étudiants avec nous. En général, ils travaillent après le cours et pas vraiment avant. Vous pourrez peut-être témoigner, mesdames, sur l'organisation du travail et le nombre d'heures de travail, de cours et d'heures de travail par semaine en première année surtout. Donc, on donne des supports et on met de plus en plus, on imprime de moins en moins hein, parce que on essaie d'avoir un comportement éco-responsable. On dépose nos documents sur une plateforme accessible par les étudiants inscrits, ce qui permet d'alimenter avec eux-mêmes des exercices, des choses complémentaires, diverses et variées, y compris de la vidéo et de l'image. Mesdames, je vous donne la parole peut-être sur cette organisation du travail. On essaie de se souvenir comment c'était en première année d'abord, hein, parce que c'est ce que vise, je pense, notre public pour le moment. Il faut qu'ils essaient de se projeter pour voir comment ça se passerait pour eux. Je pense qu'au niveau de l'organisation du travail en L1, il y a un petit moment, mais je me rappelle qu'en L1, je travaillais beaucoup. Le premier semestre, généralement, c'est un choc. Parce que on essaye vraiment à la fac de le limiter vraiment le plus possible, mais c'est quand même un choc. On a donc l'unité de transition qui est là pour nous former, pour nous mettre dans le bain, voilà. Et ensuite, on a une période de 2 mois où on commence à avoir nos cours, etc., avant les premiers examens, donc les galops d'essai, qui se passent soit avant, soit après les vacances de la Toussaint. C'est très très bien parce que ça permet en fait de se rendre compte que on est arrivé au lycée, pardon, qu'on est arrivé à la fac, qu'on a quitté le lycée, et ça nous montre que le rythme et ce qui est attendu, c'est vraiment des choses très très différentes de ce qu'on connaît. Moi, j'étais allée en me disant, voilà, j'apprends mon cours par cœur comme au lycée, je le ressors pile poil et ça va passer. Euh, C'était un examen de droit civil. Je suis tombée sur le sujet que je connaissais, j'ai déroulé et je suis sortie, je me suis dit, c'est bon, allez, la fac de droit, c'est bon, la licence, c'est dans la poche. Voilà, j'ai eu 2. Ça remet les pendules à l'heure. Et du coup, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je change de méthode de travail. Et donc, je me suis adaptée. Voilà, je me suis mise vraiment à bien travailler, etc. Voilà, la première année, en fait, ça nous apprend vraiment ce qu'on attend de nous en fac. La deuxième année, c'est plutôt apprendre à mémoriser les choses réellement. On a beaucoup de choses à apprendre en L2, donc voilà, c'est vraiment l'année de la mémoire. Oui, avant j'étais un poisson rouge, maintenant je retiens beaucoup de choses. Et la troisième année, c'est plus quelque chose c'est plutôt une année pour nous spécialiser, pour comprendre ce qu'on n'aime pas, et préparer le master. Voilà. Mais la première année, vraiment ce côté travail, donc trouver notre méthode de travail. J'ai des amis qui ne travaillaient des mauvais exemples. Ils ne travaillaient pas forcément énormément. Et quelques jours avant le partiel, je disais, allez, hop, je relis le cours. Et elles arrivaient à l'apprendre, le comprendre, mémoriser et sortir un truc, mais vraiment incroyable, quoi.
Moi, c'était pas mon cas. J'avais besoin de beaucoup travailler. Donc, en fait, ça dépend vraiment des étudiants. Il y a des étudiants qui travaillent beaucoup, d'autres qui travaillent, enfin, beaucoup d'heures tout le temps, et d'autres qui travaillent très peu et qui arrivent comme ça. Donc, chacun trouve son rythme. Elsa, vous voulez compléter? Je vous ai vu bouger. Ouais, en fait, je suis d'accord parce qu'en fait, c'est super personnel. Moi, je sais qu'aussi en L1, je travaillais beaucoup parce que j'avais vraiment envie de réussir et qu'il y avait surtout ce mythe de la L1, c'est insurmontable, etc. Euh, on est toutes vivantes ici pour le dire que on s'en sort et que oui, ça fait très peur, mais si vous postulez pour arriver en licence et que vous avez vraiment envie d'y arriver, oui, ça sera pas forcément très facile, mais vous y arriverez quand même parce qu'il faut se découvrir. Je sais que lutter, moi, ça m'a aidé en fait à découvrir ma méthode de travail parce que je sais pas si vous l'avez précisé, mais à la fin des 3 semaines, il y a des QCM sur tablette qui sont organisés pour avoir un premier jet de comment on a appréhendé l'introduction au droit. Et moi, ça s'est très, très mal passé. Et au final, je sais que les galops, comme tu as dit, Lucie, au mois de novembre, se sont super bien passés pour moi en L1. Donc, en l'espace de 2 mois, on trouve notre méthode de travail et ça se passe très bien. Et maintenant, je travaille beaucoup moins qu'en L1. J'ai gardé la même méthode de travail et j'ai les mêmes notes, entre guillemets. Donc, et ça me permet après de faire autre chose à côté. Donc, c'est quelque chose qui se construit et ça va venir au fil du temps. Moi, j'ai des amis qui ont réussi à trouver leur méthode de travail à la fin de l'A1 et maintenant, ça se passe très bien pour elles. C'est très personnel. Il ne faut pas avoir peur d'essayer certaines méthodes. Aller dans... Ce qui est bien aussi, en plus, à la faculté, c'est qu'on a plein d'endroits pour travailler. Il y a la BU, qui est la bibliothèque universitaire, qui est très bien. Il y a des bâtiments qui sont mis à disposition, des salles qui sont mises à disposition qu'on peut réserver sur une application. Donc, c'est très bien, c'est très varié. Il y a plein de possibilités pour y arriver. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur. Merci pour ces précisions. Je vais dire une petite chose sur l'unité de transition, là, dont j'aime pas beaucoup le terme. Ces 3 semaines, c'est aussi l'occasion de voir si vous êtes au bon endroit ou pas au bon endroit, en fait, hein. C'est vrai qu'il y a la question de la méthode de travail. Alors, en général, c'est un grand choc, hein, les premiers résultats. D'ailleurs, ils comptent pas beaucoup, rassurez-vous, parce que les résultats sont. Le premier n'est pas bon en général. Vous ne savez pas encore travailler, vous avez appliqué la méthode du lycée, ça va aller comme ça. Et ben, en fait, non, ça va pas comme ça. On attend des réponses précises, les connaissances doivent être affinées. Non, on n'apprend pas par cœur en première année, mais on apprend précisément. Il y a une différence entre apprendre de manière précise et apprendre par cœur, puisqu'il faut avoir compris. Voilà, le par cœur, on n'a pas besoin de comprendre. Chez nous, il faut avoir compris pour pouvoir répondre aux questions en plus. Donc, voilà. Mais c'est aussi, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que si au bout de 15 jours, 3 semaines, vous vous rendez compte qu'en fait, le droit, c'est pas du tout ce que vous imaginiez et vous n'avez pas du tout envie de rester là, bah, c'est pas grave. Il est encore largement temps de se réorienter. Rien de perdu. C'est aussi 3 semaines qui permettent de mesurer, hein, si on est arrivé au bon endroit. On a hésité longtemps jusqu'au dernier moment entre une licence d'histoire et une licence droit Sciences Po à la fac de droit. Alors, au bout de 3 semaines, on se rend compte que le droit, ça ne va pas. On peut toujours partir en licence d'histoire. Il n'y a pas il y a pas de problème, il n'y a pas d'empêchement. C'est aussi, hein, ce qu'on a voulu faire avec ces 3 premières semaines, hein. Euh, devenir étudiant à la fac de droit et après devenir étudiant dans chacun des parcours. Beaucoup de travail en principe dès le début. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas très mesuré quand vous arrivez en général. Mais bon, voilà, les premiers QCM, effectivement, remettre en général les pendules à l'heure. On a droit aux premières larmes et puis après, tout le monde survit parce que il suffit de trouver sa méthode de travail. Alors pour ça, il y a quand même un certain nombre d'enseignants, hein, qui sont mis à votre disposition. Alors en amphi, hein, parce qu'il y a on fait de plus en plus appel aux spécialistes de l'apprentissage, donc les psys et autres formations, pour les faire intervenir, pour vous expliquer ou vous rappeler quels peuvent être vos différents points d'entrée pour apprendre, quels sont les différents types de mémoire, etc. Et puis, si
au bout de 5-6 semaines, vous rencontrez des difficultés méthodologiques, mais on a mis en place des ateliers méthodologiques en petits groupes. Et en plus, si vraiment ce n'est pas suffisant, il y a encore du tutorat individuel, donc un face-à-face avec des enseignants. Bon, avec tout ça, en principe, on doit pouvoir s'en sortir. Comme en plus, on peut compter sur la communauté étudiante pour s'entraider, hein, puisque vous travaillez aussi beaucoup en groupe, hein, et ça, c'est super. Ça, c'est à favoriser absolument, puisque une fois, vous l'avez dit, je ne sais plus, je crois que c'est vous, Andrea, une fois que vous êtes rentré, ben, vous avez votre place jusqu'en troisième année. Une fois que vous êtes rentré, nous, on n'a pas besoin, comme on entend dire dans certains établissements, d'écrémer. Pourquoi est-ce qu'on écrémerait? Il y a de la place pour tous. J'ai 170 places en première année, mais si je peux avoir les 170 étudiants jusqu'en troisième année, je serais ravie. Pas économiquement, je serais ravie parce que vous serez là jusqu'au bout. J'ai un peu moins d'étudiants en troisième année parce qu'il y a eu des réorientations, pas tellement à cause d'échecs, puisque le pourcentage de réussite est quand même très très bon, hein, en première année, en deuxième année. C'est plutôt des réorientations, des changements de parcours qui font que vous êtes moins nombreux en troisième année. Donc, il y a une soixantaine d'étudiants, à peu près une cinquantaine, qui changent de parcours, qui se réorientent, qui décident de faire autre chose. Bon, ce qui est complètement normal sur 170 étudiants en première année. C'est quelque chose d'absolument normal. Euh, sur les 50, il y en a bien 35 ou 40 qui restent à la fac de droit pour partir en DCJ, en droit culture juridique en troisième année, pour aller faire un peu plus de droit que de sciences politiques en troisième année. Très bien, pas de problème. Ça marche. Donc voilà, on essaie de vous donner les moyens de vous emparer du parcours. Alors, en nombre d'heures de travail, si on prend une semaine, alors on va laisser l'unité de transition de côté, on va se mettre dans une semaine normale avec un cours magistral, des cours magistraux en début de semaine pour les matières fondamentales, des cours magistraux en sciences politiques où vous êtes entre vous à 170 étudiants en sciences politiques, et puis la fin de la semaine où là on a les travaux encadrés qu'on appelle travaux encadrés chez nous parce qu'ils durent 3 heures, alors que les travaux dirigés sont beaucoup plus courts dans les autres établissements. D'après, il y a ce que vous appelez encore un week-end au début, mais vous l'appelez plus week-end assez rapidement. Vous oubliez que ça s'appelle week-end, puisque c'est plutôt un temps de travail dédié, hein, 2 jours où vous pouvez vous concentrer sur votre travail. Et puis, on ne dit plus non plus vacances quand on est à la fac. On n'a plus que des pauses pédagogiques, hein. Les vacances, c'est à Noël et l'été pendant les stages. Mais pendant toute l'année, non, hein, il n'y a pas vraiment de vraie pause puisque vous devez préparer vos examens quand vous n'avez pas cours. D'où l'expression pause pédagogique. Mais alors, une semaine normale, vous travaillez en première année combien d'heures? Alors, je peux vous dire, en nombre d'heures de cours, 25 à peu près en moyenne. Voilà. Mais 25 heures de présence à la fac, et puis combien d'heures de travail personnel pour pouvoir Généralement, faire. on travaille à peu près la même. On a 25 heures de cours. Généralement, on travaille 25 heures à côté. Ça dépend des gens, mais voilà, on essaye de travailler dès qu'on a un petit peu de temps. Mais après, c'est tout à fait possible. Enfin, c'est vrai qu'on a du coup les week-ends. Euh, Il y a des personnes qui travaillent tout le week-end. Moi, par exemple, c'était pas du tout mon cas. J'avais besoin d'avoir une pause au bout d'un moment, au moins un jour où vraiment c'était la pause parce que sinon j'arrivais plus à suivre le rythme. Euh, c'est tout à fait possible aussi d'avoir un week-end pour pouvoir aller voir ses parents, retourner voir sa famille quand on habite loin. C'est tout à fait possible. Voilà, on n'est pas enfermé dans notre appartement tout le temps. C'est pas une cellule. Non, 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 mais un volume d'heures important. Les autres, vous diriez autant ou plus, moins? Plus. Moi, je pense qu'en première année, en fait, on n'est pas efficace au début, pour être très honnête, puisqu'on ne sait pas encore vraiment bien travailler une tâche. Enfin, par exemple, faire un TD, enfin, des travaux encadrés, pardon. On doit réaliser des travaux pour les séances. Les premiers, mais on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Enfin, c'est très très long, on sait pas comment faire, c'est désorganisé. Alors après, au fil de l'année, vous allez mettre beaucoup moins de temps pour faire des TD, même plus longs qu'au début de l'année. Donc, je dirais qu'il y a déjà une différence d'heures de travail entre le premier semestre de la L1 et le deuxième semestre de la L1. Mais pour moi, c'est plus parce que entre les travaux dirigés, reprendre les cours pour essayer de les assimiler, parce qu'on n'a pas des travaux dirigés dans tous les cours. Il y en a où les cours fondamentaux, on a des travaux dirigés, donc c'est-à-dire qu'on va retravailler le même cours plusieurs fois dans la semaine sous différentes formes. D'autres travaux, donc par exemple les matières de sciences politiques,
on va avoir les cours, simplement des cours magistraux, pas de TD. Donc ces cours-là, dans le but de ne pas être débordé au galop, enfin aux examens terminaux, il faut vraiment les travailler régulièrement. Donc ça prend aussi une place dans la semaine. Donc je dirais en cumulant le travail de toutes les matières plus l'inefficacité au début de la L1, je pense que c'est plus que 25 heures. Parce que c'est du travail tous les jours dès qu'on a vraiment du temps libre. Oui, et puis au-delà de ça, comme dit Andrea, c'est vrai qu'on travaille beaucoup parce qu'on nous a mis dans la tête qu'il fallait travailler énormément pour réussir. Et en plus, on travaille d'autant plus parce qu'on n'a pas notre méthode de travail et l'un ne va pas avec l'autre. Donc, enfin, je trouve qu'en premier semestre, on perd du temps déjà à chercher avec la méthode de travail, à savoir comment ça peut fonctionner ou ne pas fonctionner. Après, tout dépend à chacun. Moi, je sais que comme Lucie, moi, j'avais besoin de mes week-ends, sinon, c'était pas possible. Et en revanche, j'étais efficace dès le matin et je travaillais pas le soir jusqu'à hyper tard. À 20h, 20h30, c'était terminé pour moi. Mais on a souvent au niveau de l'organisation des cours, si je me souviens bien, on avait soit cours le matin ou soit cours l'après-midi. Enfin, c'était assez éparpillé, ce qui nous permettait d'avoir soit une matinée ou soit une après-midi pour travailler entièrement nos matières. Oui, c'est important ce que vous dites, hein. Merci de la précision. Un emploi du temps à l'université, c'est pas un emploi du temps au lycée. Ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Il y a des plages où il n'y a pas de cours. Alors, ce ne sont pas des plages où on est supposé aller à la plage et se tourner les pouces, hein, mais c'est bien du temps qui est libre pour pouvoir travailler. Travailler en collectif, travailler en bibliothèque, rentrer chez soi si on préfère, mais en tout cas, faire avancer les choses. Ça, c'est vrai que c'est important de l'avoir à l'esprit, hein. Le rythme est complètement différent du lycée. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Andrea, je crois, c'est vous, hein, vous disiez, on est quand même très accompagné, on est dans un schéma encore un peu école. Oui, c'est vrai, on vous surveille de près. Vous n'avez pas, votre liberté n'est pas absolue quand vous venez à la Cato. La présence est obligatoire en cours, on la surveille. Si on voit qu'il y a trop d'absence, on vous convoque, on vous invite à venir nous expliquer pourquoi, etc., etc. Euh, ouais, c'est un peu à la croisée des chemins, en tout cas pour la première année. Après, vous êtes un peu plus libre et vous assumez vos absences vous-même. On vous rappelle un peu moins à l'ordre. Mais en première année, oui, on est assez vigilant parce on sait hein, que c'est un peu difficile ce passage d'un monde à l'autre d'une certaine manière. Vous avez peut-être des questions à distance, des choses, des sujets sur lesquels vous voudriez que les étudiantes répondent, ou que je réponde, ou que... Alors, Madame, Madame, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la fac. C'est que quand on est au lycée, enfin, je sais pas si c'est le cas pour vous les filles, mais en tout cas, moi, quand j'étais au lycée, j'avais vraiment aucune idée de ce que c'était la fac, si ce n'est des récits lointains qu'on m'avait fait d'un établissement où on va jamais, où enfin, il y a beaucoup d'absentéisme, où on a besoin de travailler qu'une semaine avant les partiels et puis ça suffit. Vraiment, il faut que vous enleviez au maximum cette idée de la tête parce que enfin, en fait, la fac en général et surtout le droit, c'est vraiment des études qui demandent un travail qui est assez constant. Donc, faut pas être, voilà, on ne demande pas d'être excellent tous les jours du semestre, etc. Mais il faut quand même travailler de façon régulière. Donc, comme Anna le disait et Lucie avant, on ne demande pas de faire des journées de 15 heures où il faut bûcher à la BU, etc. Mais il faut quand même avoir conscience qu'on est là pour nos études. Enfin, si on est là, c'est qu'on le veut, donc on travaille vraiment pour nous. Et la Cato, enfin, la façon dont vous le présentiez, Madame de Remarque, on peut paraître un peu fliqué. Au début, on va trouver ça agaçant parce que c'est pas du tout ce à quoi enfin, l'idée qu'on se faisait de la fac, mais en fait après c'est hyper rassurant parce que on se dit qu'en fait on est accompagné, on se force un petit peu, enfin tout le monde est un peu fatigué, parfois on se dit ah si j'allais pas à ce cours, etc. Mais en fait le fait d'être encadré, ça nous permet d'être pas trop dépaysé du lycée. Moi personnellement j'étais dans un lycée privé où on était hyper encadré, on était hyper accompagné, donc ils étaient très exigeants, mais j'ai retrouvé ça dans la fac de droit à la Cato. Parce que, pareil, il y a un certain niveau d'exigence quand même. On nous demande d'être acteur de notre scolarité, donc on va pas nous courir après tout le temps. Mais c'est rassurant parce que voilà, on sait qu'on a des interlocuteurs et que, comme vous le disiez, si on a des difficultés, on peut être accompagné. Voilà.
on essaie de vous accompagner à la fois sur le plan universitaire, donc vos études, sur le plan personnel quand vous rencontrez des difficultés, ça, vous trouvez toujours un interlocuteur. Alors, moi ou quelqu'un d'autre, mais il y a toujours quelqu'un pour vous écouter, hein, c'est vrai que ça, c'est important. Et j'allais dire, on vous accompagne aussi dans vos projets. Et on les soutient, ces projets, quand vous en avez, et on trouve que c'est fantastique. Vous regorgez d'idées, vous êtes toujours plus innovant chaque année pour monter des super projets qui s'inscrivent dans votre parcours. Et ça, c'est fantastique. On est toujours derrière vous pour les soutenir. Alors, nous, fac de droit, et plus largement l'Institut catholique de Lille, puisque là, toutes les facultés vont soutenir un certain nombre de projets. Alors, il y a deux, trois choses dont on n'a pas parlé, dont on peut peut-être essayer de dire un petit mot pour celles et ceux qui sont intéressés par le parcours. C'est que ce parcours, comme toutes les licences en droit de la fac de droit de la Cato, se décline en compétences en même temps qu'on va évaluer l'acquisition de la connaissance en droit et en sciences politiques. On va aussi évaluer l'acquisition de la compétence parallèlement. On va vous mettre beaucoup en situation professionnelle, en fait, hein. Dès qu'on va le pouvoir, on va vous mettre en situation d'expérimenter la vraie vie. Alors, la vraie vie en droit, la vraie vie en Sciences Po, mais la vraie vie autrement, dans les écosystèmes de l'Institut catholique de Lille. Alors, en faisant des choses, bon, parfois, ça avait l'air enthousiasmant, puis finalement, ça vous a moyennement plu, mais parfois, vous avez aussi découvert des choses complètement nouvelles. Je prends par exemple, on attache une attention très particulière à vous former pour la sortie, qu'elle soit en master chez nous ou en master ailleurs, mais aussi après le master. Vous allez avoir besoin de disposer d'outils professionnels. Vous aurez un catalogue de compétences. Ça, c'est une première chose qui est intéressante, complémentaire de votre diplôme et de vos résultats universitaires. Vous aurez aussi expérimenté ou travaillé plutôt votre curriculum vitae accompagné par des professionnels en grande part. Vous aurez travaillé votre lettre de motivation pour vos candidatures de master, pour vos stages, pour votre job. Vous aurez appris à faire cela, mais vous aurez également appris à faire des interviews métiers, à contacter des gens et à les interviewer pour faire ressortir les éléments hyper importants de leur parcours. Vous aurez appris à construire ce qu'on appelle un portfolio, un e-portfolio en ligne. Donc, pour valoriser votre parcours, autrement dit, montrer qui vous êtes arrivé sur le marché du travail. Tout ça, c'est complémentaire du parcours, mais c'est inscrit dans les parcours en droit et valorisé par l'acquisition d'un certain nombre de crédits ECTS en fin de parcours pour vous permettre d'avoir disons, des points en plus par rapport aux autres. Et puis, on a inséré dans notre licence en compétences aussi un bloc qui s'appelle le bloc Agir éthique et responsable. Et ça vous permet de découvrir d'autres choses que le droit. Alors, vous pouvez rester dans des blocs éthiques et responsables en droit si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi faire des choses complètement dingues et innovantes. Par exemple, aller dans un atelier qui dépend de la Cato pour essayer de matérialiser une prise de décision. Comment est-ce qu'on prend une décision et comment concrètement je peux le construire avec un objet qui va montrer comment on prend une décision. Alors là, vous allez me dire, mais madame, vous consommez des substances illicites. Non, pas du tout. Il s'agit de faire en sorte que nos étudiants apprennent à penser les choses autrement. Voilà, à réfléchir autrement parce que euh, le travail qu'ils exerceront demain n'existe sans doute pas encore. Et on veut faire en sorte qu'ils disposent de clés d'entrée, d'instruments, d'outils pour s'y préparer, même si le job n'existe pas encore, parce que, ben oui, il y a beaucoup de jobs à créer. Et alors, dans les métiers du droit, il y en a beaucoup qui sont attendus et ça se renouvelle en permanence. Donc, voilà, on veut les contraindre à aller se poser des questions autrement. Alors, parfois, c'est un peu plus classique, hein, vous allez travailler sur des questions RSE, par exemple. Alors, bon, en faisant un MOOC environnement qui ne vous plaît pas trop, apparemment, euh, il est encore un peu à travailler, mais bon, voilà, ça vous permet de voir un peu autre chose. Ou alors, vous allez vous engager dans tout à fait autre chose et participer à une assemblée délibérante pour rédiger une nouvelle constitution. Alors ça, c'est plutôt rigolo. Ou encore participer à un comité d'éthique en médecine. Génial. Un comité spécialisé sur la bioéthique, ça c'est fantastique aussi. Passer 3 jours en immersion totale, 20 heures ensemble à penser,
fébrilement à rédiger des choses. Ça n'a rien à voir avec le droit, on est bien d'accord, mais il s'agit d'avoir des compétences supplémentaires et puis encore une fois, une manière d'envisager les choses renouvelée et différente. C'est obligatoire sur les 3 ans de la licence. Vous ne ferez jamais 2 fois de suite la même chose, mais à la fin, sur votre catalogue de compétences, vous pourrez revendiquer des compétences que d'autres juristes n'ont pas. Donc, euh, voilà des éléments supplémentaires. Alors, licence en compétences, il faut absolument pas que ça fasse peur. C'est comme ça partout aujourd'hui, hein, puisque c'est une obligation qui a été posée en 2018. Hein, donc, tous les parcours en droit sont des parcours en compétences désormais. Ça permet justement de montrer qu'on a des choses un peu différenciantes. Alors, chouette une question. Très orientée sciences politiques, un peu moins par le droit. Comment savoir si ça m'intéressera? Si le droit vous intéressera ou si la science politique vous intéressera. C'est un peu compliqué comme question. Peut-être que vous pouvez donner 2, 3 petites clés, mesdames, Amandine, peut-être. Alors moi, Bah, je vais dire, ouais, j'allais dire, je peux répondre sur le temps consacré aux sciences politiques sur les 25 heures. On va partir de la L3. La L3, c'est 50-50. En L2, on est à 40-60, donc 60 pour le droit, 40 pour la science politique. Et en première année, on est, oui, à peu près à 60-40, je dirais, toute option confondue, à peu près comme ça aussi. Amandine. bah, c'est ce que j'allais dire au niveau du ressenti. On est sur un diplôme de droit, donc c'est vrai que notamment sur la première année, ce qui va nous prendre le plus de temps sera le droit, notamment d'un point de vue méthodologique qui est totalement différent du lycée. Et ensuite, la science politique, on peut l'intégrer ou non, plus ou moins en fonction de nos choix de matière, puisqu'à partir de la deuxième année, on a des choix possibles au niveau de nos mineurs qui ne sont pas accompagnés de travaux encadrés. Et à partir de la troisième année, nous avons aussi une matière fondamentale avec travaux dirigés en sciences politiques. Donc c'est à vous, en fait, au bout de la deuxième année, d'axer un petit peu votre licence dans le domaine qui vous intéressera, que ce soit pour vos masters ou pour vos projets professionnels, que ce soit entre le droit public, le droit privé ou bien la science politique et le droit. On construit un petit peu notre licence au fur et à mesure en fonction de nos intérêts. Par exemple, en deuxième année de droit, nous avions le choix entre droit processuel, ou bien analyse sociologique des problèmes contemporains. Donc, on a vraiment ce choix sur plus sciences politiques ou plus droit. Et donc là, c'est tout simplement à nous de choisir. Oui, vous avez raison. Puis alors, j'ai envie de vous répondre, Mathilde qui posait la question, que vous prenez pas un grand risque en venant dans un parcours droit sciences politiques si vous n'aimez pas le droit. Parce que, alors, si vous vous en rendez compte tout de suite, vous pourrez très vite vous réorienter en sciences politiques exclusivement, d'une part. Et d'autre part, à l'issue de la première année, si ça ne vous plaît pas, le droit, vous pourrez partir en deuxième année de sciences politiques dans un autre établissement. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment, vous ne serez pas bloqué. C'est l'avantage. Parce que votre première année en droit, elle est, alors évidemment, il y a du droit, mais il y a une grosse matière qui s'appelle le droit constitutionnel, à laquelle vous n'échappez pas quand vous voulez faire des sciences politiques. Même si vous partez dans un parcours purement sciences politiques, vous n'échappez pas à la matière droit constitutionnel, elle y est enseignée. C'est un incontournable. On ne peut rien faire sans cette matière. On ne fait pas de Sciences Po si on ne maîtrise pas le droit constitutionnel. Donc voilà, le risque, il porte sur l'autre matière de droit de première année. Bon, c'est du droit de la famille, alors c'est un petit peu différent, c'est du droit privé. Et puis, les grands principes du droit. Euh, bon, même si ça ne vous plaît pas, vous ne prenez pas un risque considérable. Le reste à côté viendra compenser. Lucie, vous voulez préciser les choses? Oui, en fait, le droit, je pense qu'avant d'arriver en fac, c'est un petit peu compliqué de l'imaginer, enfin, de voir concrètement à quoi ça va ressembler. Euh, le droit, enfin, le côté rigide, ça m'a jamais beaucoup plu. Mais en fait, c'est possible de voir le droit d'une autre manière. Le droit, en fait, moi, du coup, je l'ai vu d'une manière historique. En fait, pour moi, c'était une histoire en fait que je me racontais et avec des dates à certains moments, etc., etc. Et ce qui fait que j'aime beaucoup l'histoire et donc du coup, j'ai réussi à retenir de cette manière. Donc, et à y voir aussi un certain intérêt. En fait, le but, c'est que le droit, on est très peu à finir, enfin, à faire un métier avec du droit pur. On va toujours avoir le droit dans un certain contexte. L'étude du droit, c'est voilà, c'est souvent les universitaires qui vont en faire, mais c'est pas forcément, ou enfin dans la recherche,
mais c'est pas quelque chose qu'on va faire réellement. Euh, donc, ce qui fait qu'en fait, le droit, tu vas pouvoir l'associer avec quelque chose d'autre. Et ce qui est tout de suite beaucoup plus sympa, je crois qu'on avait eu une conférence quand j'étais en licence avec une personne qui disait que finalement, dans les professions, après le droit, on n'utilise le droit qu'à 30% de nos métiers. C'est très peu par rapport aux 5 années qu'on a fait juste avant. Mais en fait, c'est parce qu'on a cette base de droit qu'on arrive à faire certaines choses après. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, Madame Durenmark, le droit, en fait, enfin, la Sciences Po, on va toujours avoir à la coupler avec le droit. En fait, c'est très, très utile et c'est très, très recherché d'avoir un profil de droit et de sciences politiques. Alors que le côté sciences politiques, bah, voilà, enfin, complété par le droit, il est vraiment, vraiment complet. Ouais, c'est vrai, hein, même quand vous avez une initiation au droit en terminale, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez faire à la fac. C'est un tout petit aperçu de ce que ça peut représenter. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas se faire peur. C'est pas grave de se réorienter dans le courant de la première année. C'est pas grave de changer d'avis à la fin de la première année. D'ailleurs, on vous accompagne si vous avez envie de vous réorienter. On ne vous laisse pas tout seul. Ça, vraiment, il faut pas s'en inquiéter. Je crois il faut prendre un risque hein, quand on veut faire du droit. C'est que soit on a des parents qui sont dans le droit et on a une idée un peu plus précise, soit pas du tout. Dans ce cas-là, bah, il faut prendre un risque, mais il est quand même mesuré sur une licence comme ça qui propose une double compétence. Le risque, il est quand même modéré. Alors justement, cette licence, la question est posée dans le chat, hein. Oui, c'est une voie pour pouvoir rentrer en master dans un IEP. Et ça fait partie des masters qui sont très largement brigués par les étudiants de troisième année. Euh, beaucoup se disent je voulais rentrer dans un IEP quand j'étais en terminale. Je veux rentrer absolument dans un IEP en master. Bon, alors après, quand on regarde l'offre des masters, les facultés de droit et de sciences politiques proposent des masters tout aussi palpitants et intéressants que les IEP. Mais c'est une vraie possibilité. Euh, je peux vous dire que ce que moi je vois se dessiner dans le parcours chez les étudiants, il y a deux grandes catégories, que ce soit à Sciences Po Paris ou dans les IEP de province. Les, les masters affaires publiques et carrière publique, affaires publiques et très peu politique publique qui les intéressent, et puis les masters qui sont orientés de près ou de loin, relations internationales, défense. Voilà ce qui les intéresse dans les IEP globalement. Le reste, ils ne regardent même pas alors que l'offre est complètement dingue. C'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire à l'issue des 3 années. Et je dois dire qu'ils sont quand même sur le nombre qui candidatent. Alors, ça passe pas par moi, donc ma connaissance du nombre de candidatures n'est que ce qu'ils veulent bien m'en dire. Mais il y a quand même un tiers de ceux qui candidatent qui rentrent dans les masters souhaités dans les IEP, d'après les chiffres dont je dispose. Donc, Sciences Po Paris, c'est un peu plus difficile. C'est pas parce que leur dossier n'est pas au niveau, hein, c'est parce que la demande est complètement délirante. Donc, il y a 2 étudiants qui arrivent chaque année. C'est pas beaucoup, c'est déjà pas mal au regard de la très très forte demande au niveau des masters de Sciences Po Paris, puisque l'étiquette Sciences Po Paris est une étiquette extrêmement porteuse. Ça, c'est une autre réflexion à avoir, savoir ce qu'on veut faire. On peut faire un très beau parcours en étant en province. On peut avoir une belle étiquette en étant à Paris, mais des conditions de travail qui ne sont pas au rendez-vous. Voilà. En province, on a des conditions de travail qui sont bien meilleures, ne serait-ce qu'en termes d'espace. On a des espaces de travail dédiés. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, n'hésitez pas à même prendre la parole directement avec votre micro. Oui, parce qu'on est entre nous, mais Ah oui. bon, de toute façon, si vous aviez d'autres questions, vous savez
que tu l'as rappelé tout à l'heure. Oui, Hein, j'ai mis l'adresse mail de celui qui gère tout ce qui est information sur les licences, donc n'hésitez pas à lui envoyer un mail directement, il pourra répondre à toutes vos questions. et de la même manière, vous pouvez aussi m'écrire. Alors, je réponds dans les 72 heures. J'ai arrêté de dire que je répondais dans les 24 heures. Dans les 72 heures à cette période de l'année. Je vais peut-être te Mais mettre ton adresse mail dans le chat, Sarah. tu peux, ouais, vas-y. Je réponds si vous avez des questions un peu plus précises ou que vous n'osez pas les poser là. Si vous avez des questions aussi sur le financement des études, hein, il y a pas de, vous pouvez aussi trouver des relais chez nous pour les poser. Vous pouvez aussi utiliser le simulateur pour le financement de vos études que vous trouvez sur le site de l'Institut catholique de Lille. J'allais préciser une petite chose oui, sur le financement des études. Le Crous fonctionne aussi chez nous, les bourses, ça fonctionne aussi chez nous. On fonctionne comme une fac de droit, vraiment, hein, comme une fac de droit n'importe où. On est privé, mais le fonctionnement est bien celui d'une faculté de droit de ce point de vue-là. Donc il ne faut pas avoir d'inquiétude non plus. Vous pouvez trouver des relais pour les logements, parce que ça, c'est une vraie question hein, quand vous aurez candidaté. Lille est une ville universitaire, il y a beaucoup d'étudiants, rien que nous, la Cato, on occupe beaucoup de mètres carrés, donc il faut aller assez vite pour trouver un logement. Et il ne faut pas hésiter dès qu'on a la réponse tant attendue de Parcoursup, de chercher tout de suite son logement, voire de le chercher avant, en fait. Hein. C'est ce que vous aviez fait, Lucie, hein, je me souviens. Il ne faut pas hésiter parce que c'est un marché qui est un petit peu tendu. Il est vrai. Euh, je sais encore une fois qu'il y aura sûrement, il y a sûrement des parents derrière tous les noms qu'on voit affichés. Vous aussi, parents, vous avez le droit de nous poser vos questions. Hein. Il faut pas hésiter. Parfois, quand on est lycéen, on n'ose pas trop. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et alors, pour le suivi Parcoursup, pour l'avoir vécu avec ma fille, hein, je sais à quel point c'est angoissant. Je sais que nos enfants ne nous donnent pas forcément les codes pour que ça nous rassure. Bon, euh, il faut deux ou trois petits conseils hein, pour cette plateforme. Il faut vraiment utiliser une adresse mail qui fonctionne et qui est consultée très régulièrement pour ne pas passer à côté de la bonne offre. Ça, c'est très, très, très important. Euh, il faut aussi, en cas de difficulté, ne pas hésiter à utiliser Twitter pour poser des questions à Parcoursup. Ils sont hyper réactifs. Si vous vous trompez en déposant un document, si vous vous trompez vous dites non à une formation alors qu'en fait vous vouliez dire oui parce que dans l'enthousiasme vous êtes allé trop vite, il faut les contacter immédiatement. Ce sont les seuls à pouvoir corriger, mais ils peuvent corriger. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à les solliciter. Ils sont très présents sur Twitter, très présents également désormais, il me semble, sur Instagram à vérifier, mais il me semble aussi que Parcoursup diffuse pas mal d'informations par ce relais-là. Et puis, sur le site de Parcoursup directement, vous avez aussi des accès pour les interroger. Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez aussi contacter la fac de droit. Chacun répond sur son domaine, pas de problème. Les étudiants sont aussi, il y a toujours plus ou moins un étudiant qui traîne quelque part pour répondre aux questions. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Moi, c'est ce que je recommande à mes étudiants pour leur candidature en master. Je leur dis toujours que les meilleurs ambassadeurs ne sont pas les enseignants, parce que nous, on ne vit pas la formation de la même manière que vous, les responsables de parcours, mais sont vraiment les étudiants les meilleurs relais. Alors, bon, que des filles ce soir, bah, alors c'est comme ça, en droit, surtout des filles. Bon, un peu, les garçons reviennent un petit peu là, mais ils sont quand même ultra minoritaires. Ça les pousse à se conduire comme des gentlemen, mesdames. Vous allez tout avoir une petite rose ce soir, je suppose. Voilà, je m'avance, hein, on est d'accord.
C'était histoire de détendre un peu cette fin d'intervention. Parce que je crois que s'il n'y a plus de questions, on va pas vous tenir au-delà du raisonnable. Madame, Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais vous disiez de contacter les étudiants. Je voulais juste faire un peu de pub aux oui, ambassadeurs parce que il y a une page sur le site du coup de la fac de droit où vous pouvez retrouver tous les étudiants en fonction de là d'où ils viennent aussi, puisque c'est parfois on aime bien parler à des gens où on sait qu'on vient plus ou moins de la même région, savoir comment le déplacement s'est fait, etc. Donc, vous pouvez nous retrouver sur cette page et nous envoyer des mails. Donc, on vous répondra. Enfin, il y a des questions vraiment diverses et variées. Mais n'hésitez pas parce que vraiment, c'est intéressant. Il y a des étudiants de L2, L3 et de master dans toutes les formations disponibles, même les prépas, etc. Donc, c'est vraiment un bon relais pour avoir des informations peut-être moins officielles enfin, plutôt que de s'adresser à des responsables pédagogiques, etc. ouais, ouais, Vous allez merci de le bien sur préciser. l'onglet Nos ambassadeurs. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé ça. Non, non, je t'en prie, mais bien sûr, vous avez compris, quand on est prof, on est bavard, on monopolise la parole, elles sont habituées, mais, mais c'est vrai, il faut aller vers les étudiants. C'est ce que moi je vous recommande en troisième année pour savoir si le master il est vraiment aussi sympa qu'il a l'air, quoi. Bah oui, parfois c'est beau sur le papier, mais il faut savoir comment vous l'avez vécu, vous. C'est vraiment ça qui compte, hein. Bon, vous avez l'air d'avoir bonne mine, donc ça va. Bon, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être rendre l'antenne. C'est comme ça qu'on le dit. En vous remerciant tous de nous avoir écoutés, d'avoir posé toutes ces questions. Euh, on sera ravis de vous accueillir à la fac pour la prochaine journée portes ouvertes si vous avez encore des questions, C'est puisque ça. toutes nos ambassadrices seront là avec nous pour y répondre. C'est aussi peut-être le plus facile pour pouvoir les rencontrer, sauf si évidemment vous habitez loin. Une dernière précision, vous ne l'avez pas posé cette question sur le chat parce que je l'ai peut-être dit sans m'en apercevoir, mais le test d'orientation et de sélection, évidemment, est dématérialisé. On ne vous fait plus venir à Lille aujourd'hui. On est éco-responsable de ce point de vue-là aussi. On fait à distance pour limiter les déplacements. On sera vraiment très content de vous accueillir. Si vous avez envie de venir chez nous, mesdames, je vous laisse le dernier mot. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés ce soir et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. On est là pour y répondre, enfin, pour répondre à vos questions. Amandine, les autres, non? Vous rangez derrière Lucie qui prend le mot de la fin. Oui, c'était un beau mot de fin, je pense. Très bien. Super. Merci à tous. On vous souhaite une bonne Merci soirée à tous.